carnet, spéciale édition. Je dis spéciale édition parce que tu as ri de moi tantôt, Chris. C'est spécial repêchage. C'est un épisode qu'on a décidé de faire comme ça, de même sur le fly. On s'est dit, hey, pourquoi qu'on se réunit pas chez nous et on fait pas un épisode sur le repêchage? On l'écoute pareil. Ben On oui. va l'écouter ensemble, on va l'écouter puis on va faire un live dans le carnet. Puis là, ce qui est drôle, c'est que c'est moi qui tiens le volant. C'est Jeff Drouin qui anime ce show-là. Habituellement, c'est toi, puis je co-anime. Mais là, c'est l'inverse. On est une équipe, nous autres, on s'en fout. Ben oui. C'est 50-50. Puis Chris, cet événement-là, nous autres, on capote. Ben écoute, Jeff, pour moi, là, c'est mon Noël dans le hockey. Là, rien de moins. J'adore suivre le repêchage, suivre la progression des jeunes, voir les stratégies d'équipe derrière tout ça. C'est mon Noël. Puis d'ailleurs, j'ai fait depuis une couple de semaines plusieurs portraits de ces espoirs-là sur le site Dans les coulisses, qu'on vous invite à aller lire aussi en nous écoutant, en écoutant le repêchage, parce qu'on est une équipe ça à coche qui suit vraiment la soirée. Ouais, nous autres, on est les deux fanfarons qui sont venus jaser face à la caméra, mais on a une équipe qui travaille sur danslescoulisses.com. On a Kevin qui est en poste, Wilson et Eric, puis nous autres, bon, on est les quatrièmes backups, si on veut. Ben oui, puis Max qui est en arrière, puis qui suit Twitter pour nous autres, pour pouvoir aider. Max et Twitter, il dort avec. Je sais même pas si ce gars-là dort dans la vie. Là. Je pense mais, pas. Face à part, là, moi, cet événement-là, Chris, là, même si c'est mollo, même s'il n'y a pas de transaction, là, je capote comme un enfant qui arrive devant un rectangle de sable parce que ça n'a jamais été des carrés. Moi, c'était tout le temps des rectangles de sable. Mais quand tu arrives là avec tes petits camions puis tu joues, tu es excité. Mais c'est la même chose avec les repêchages. Pourquoi? Parce que ici, à Rouyn-Noranda, on a les Huskies. Fait qu'on a la chance de suivre des jeunes Québécois qu'on a vus, même les Européens, Nikita Kucherov, par exemple. Sven Andrighetto. Exactement. Puis, on est tout près du nord de l'Ontario, Sudbury, ces places-là. Fait qu'on a la chance de voir du beau hockey, d'analyser ces jeunes-là. Puis, si on n'est pas capable de les voir en vrai, mais on est sur Internet à fouiller, à regarder des vidéos, à lire sur eux, les rapports des recruteurs et tout ça, parce qu'on en mange. En mange. Écoute, Jeff, oui, on en mange. Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à lire, à explorer sur les prospects, regarder des vidéos sur YouTube. Je capote là-dessus. Puis pour reprendre là-dessus, en plus, il y a la Ligue Midget 3 qui est là. Puis il y a la LHPS, la Ligue scolaire aussi, qui est là. Ouais. Quelqu'un qui se donne la peine au Québec de suivre au moins les espoirs du Québec, c'est facile et accessible. Exact. Puis il y a des beaux programmes. On ne peut pas dire le contraire. La preuve, la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui a longtemps figuré comme le parent pauvre des 3 ligues juniors, a raflé la moitié des Coupes Memorial pendant la dernière décennie? Fait qu'on n'est plus le maillon faible des 3 ligues canadiennes. Et ça, je suis très content. Surtout que la dernière Coupe Memorial a été gagnée par les Huskies. OK. On félicite encore derrière Mario Pouliot et sa gang parce qu'ils nous ont fait vivre des super belles émotions. Mais Mario, vraiment. Je sais que tu nous écoutes, je t'aime, félicitations. Et comme me dirait si bien Mario, c'est pas moi, c'est mes joueurs. Là, Chris, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'obstinage à y avoir pour le premier rang au total. Celui qui va être sélectionné, moi, je pense, ça va être Jack Hughes. Ça devrait être Jack Hughes. Parce que les Devils, dans le fond, ils ont besoin d'un coup de marketing aussi. Il faut le dire là-dessus. Jack Hughes, premièrement, c'est un excellent joueur. Il est très bon. Il est créatif. Moi, la seule chose qui me titille un peu, c'est pas grand-chose, c'est peut-être sa shape, je le trouve un peu frêle. Mais ça, il est jeune, là, fait que ça va progresser, il va se développer. Là. Dis-toi, Jeff, que si les Devils le choisissent, OK, il y a une affaire qu'ils peuvent faire, c'est de bien gérer son utilisation, comme Claude Julien l'a fait avec Kotkaniemi. Fait que s'ils sentent que Jack Hughes est un peu plus tough au centre, pourquoi pas tu le fais pas jouer à l'aile pendant quelques matchs, le tester là, il donnait un break de responsabilité pour qu'il prenne sa game shape. Là, fait que ça, c'est un choix logique pour les Devils. Repêcher un talent puis c'est américain. Tu sais, souvent, les équipes aiment ça y aller avec un joueur de centre, le plus talentueux du groupe, évidemment. Puis, oui, sauf que, en contrepartie, tu te souviens, je jasais avec Simon Boisvert, puis on disait, Capo, il peut jouer au centre aussi. Si l'équipe qui va le repêcher pourrait dire, écoute, on t'habitue à jouer à cette position-là. Tu sais, c'est tout ce que je trouve la différence entre les deux, là, ces deux phénomènes.
est plus prêt que Hughes en ce moment à jouer dans la Ligue nationale. Je dis pas qu'il va avoir une meilleure carrière. Hein. Je veux qu'on me comprenne très Exactement. bien. Moi, je parle de la première saison dans la Ligue nationale. Je crois fermement que Kakko va avoir plus de succès offensif que Jack Hughes. C'est sûr et certain. Puis ce que je trouve le fun, c'est que les deux vont être repêchés par deux équipes proches géographiquement. Ouais. Il va y avoir une super belle rivalité, c'est sûr. C'est la nouvelle rivalité Ovechkin-Crosby. Mais là, ça va être Hughes-Kakko, c'est sûr, parce que c'est deux espoirs qui se démarquent dans cette cuvée-là. Exactement. De loin. Là. Exactement. Je veux qu'on parle un peu de ton mock draft. Tu as fait deux choses. Tu as fait ton choix personnel, je crois, tout à fait. Plus le mock draft. Oui. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre les deux? J'aimerais qu'on le remonte à l'image, s'il te plaît, Martin. Écoute, c'est simple. Le mock draft, c'est ce que je pense que les équipes vont faire comme choix. Tu sais, il y a une nuance. Ma liste personnelle, c'est ma liste de préférence dans l'ordre à moi. Je comprends. Parce que, tu sais, il y a une différence entre ce que j'aime et ce que les équipes devraient faire. Tu sais. D'après moi, les Blackhawks, ça va se jouer entre Bowen Byram et Alex Turcotte. Je pense qu'ils vont y aller avec Alex Turcotte. Il y a beaucoup de rapports qui vont en ce sens-là aussi, des échos de vestiaire. Puis Alex Turcotte vient de Chicago. Son idole, c'est Jonathan Toews. C'est non négligeable. Là. Puis Turcotte, il a été blessé la moitié de l'année. Ouais. Il est revenu, ça n'a même pas paru. Il a performé très, très, très bien offensivement avec Jack Hughes sur son équipe. Des fois, il a joué un peu avec lui. Des fois, il a joué derrière lui au centre. Mais c'est vraiment un joueur qui est très créatif offensivement. Moi, j'aime beaucoup son coup de patin explosif. Oui. Puis, tu sais, quand tu grandis dans une ville où tu as une équipe de la Ligue nationale, ton rêve, c'est d'évoluer pour cette équipe-là. Ben oui. Fait que lui, il regarde ça, là, puis je pense qu'il est conscient qu'il pourrait être drafté troisième. Je vois pas pourquoi que les Blackhawks de Chicago passeraient à côté d'Alex Turcotte. Ben, écoute, peut-être que, avant que tu poursuives, peut-être qu'on veut préparer la future défensive parce que Duncan Keith, Brent Seabrook vieillissent. Mais là, on t'a cherché Olimata, Pittsburgh. Mais il me semble qu'Alex Turcotte, c'est le choix logique pour les Blackhawks. Toi, dans ton mock draft, c'est Alex Turcotte que tu as mis. Oui, tout à fait. Pour ces raisons-là, mais si les Blackhawks prenaient Bowen Byram, imagine la défensive des Blackhawks à moyen terme. Ouais. Byram, il est vu comme un joueur qui est très près de la Ligue nationale déjà. C'est le meilleur défenseur sans équivoque là, de la QV 2019. Puis surtout, c'est que les Blackhawks sont déjà Adam Bogvis dans le pipeline, puis Henri Yoki-Arju. Ouais. OK? Imagine-toi le top 3 défensif si tu ajoutes à ce groupe-là Bowen Byram. C'est très tentant pour les Blackhawks. Qui est un produit des Giants de Vancouver dans la Ligue de l'Ouest, la Ligue junior de l'Ouest. Puis, il a été le meilleur pointeur des séries dans WHL. Un défenseur. En saison régulière, là, 71 points, 45 mentions d'aide. C'est un gars qui a une vision de jeu incroyable, très intelligent. Il est bon dans les 3 zones. Je balancerais entre les deux. Moi, ce qui me chatouille, pas ce qui me chatouille, mais ce qui m'attire, Alex Turcotte, c'est que c'est un produit de la place. Ben oui, moi, j'aime ça, les produits de la place qui jouent avec une équipe de leur enfance. Ah, ben c'est ça, puis c'est un très bon choix. Hein? Les Blackhawks, ils ont durant 3 à 12, la marge est quand même assez serrée. Les Blackhawks pourraient arriver nous surprendre puis faire comme moi puis dire « Hey, nous autres, c'est Peyton Krebs qu'on veut au 3e rang. » Parce que j'adore Peyton Krebs. Il a été très, 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 très bon. Là, les gens, ils ont peur à cause d'une petite blessure ou d'une blessure qui va se guérir super bien. C'est une déchirure partielle du ligament. Exact. OK? C'est pas une déchirure complète. Donc, à partir de là, oui, la convalescence est un peu plus longue. Oui, il va manquer de l'entraînement pendant l'été, mais c'est pas une blessure qui est supposée de lui nuire physiquement. Pas comme si c'était une déchirure complète du ligament croisé antérieur, il me semble. Ouais. OK? Fait que là, à partir de là, Krebs devient quand même un joueur très intéressant. Il a été super bon avec une équipe complètement pourrie. Ça, c'est important de le souligner. Là. C'est important de le souligner. Puis la preuve qu'il est tellement bon parce qu'il a joué avec une équipe pourrie, c'est qu'après ça, il a été avec le Canada au championnat des moins de 18 ans. Il a été dominant. Puis, qu'est-ce que j'aime de lui, Chris? C'est un joueur déterminé, du caractère. Moi, ça vient me chercher. Puis c'est un gars qui n'est pas gros, 5'10", 5'11", à peu près 180 livres, mais il compétitionne tous les chiffres, tous les matchs. C'est ce que j'aime de ce joueur-là. C'est ce qui fait en sorte que même... Il ne fait pas d'erreur. Exact. Il ne fait pas d'erreur, ce gars-là. Même avec cette blessure-là, je m'en fous. Moi, je le sortirais où il doit sortir.
Ben, moi, tu prends le meilleur joueur disponible quand c'est à toi. Et c'est ça. Puis les Blackhawks pourraient arriver nous surprendre, dire c'est le meilleur disponible pour nous, on le prend au 3e rang. Ça se peut parce que la marge est différente. Mais je serais surpris qu'il passe par-dessus Alex Turcotte. 4e rang. 4e rang, j'aime ça. Là, t'as mis à l'Avalanche, Bowen, Byron. Moi, je l'aime. Ben, moi, je l'aime beaucoup. Puis c'est logique. Avec les spéculations qu'il y a du côté de Denver, on avec parle Tyson Barrie qui devrait quitter même peut-être ce soir pour être échangé aux Canucks de Vancouver. Il y a beaucoup de spéculations parce que moi, je suis persuadé que si on est capable de drafter Byron, écoute, on va transiger Barrie. Ben, rapidement, parce que là, tu vas te servir de Barrie pour aller chercher un morceau pour ton attaque. Exact. Puis après ça, tu vas faire grandir ton trio de défenseurs qui va être Connor Timmins, Kel McCarr, puis Bowen Byron, puis rajoute Samuel Girard là-dedans. C'est un beau top 4. C'est un beau quatuor, exactement. Jeff, on a un concours à parler parce qu'on voit Gary Bettman qui est sur l'estrade. On sent que le repêchage va commencer bientôt. Oui, tout à fait. On s'apprête à voir Jack Hughes, mais le concours, c'est simple. Les gens qui nous écoutent, là, ils courent la chance de gagner un chandail de dans le carnet, style baseball tee. Oui. Il mange 3/4. Là. Il est beau. Puis, il est très beau. Puis comment on fait pour gagner ce chandail-là? C'est facile. Faut trouver le choix. Faut prédire le choix du Canadien Montréal, le 15e choix au total de la première ronde aujourd'hui. Faut le prédire, faut nous écouter. Puis évidemment, faut le voter avant que ça arrive. T'sais. La personne qui répond, mettons, à 8h37, un tel, puis c'est lui qui a été drafté à 8h34, ben tu gagneras pas. Non. Tout le monde comprend? C'est facile. Le choix du Canadien, c'est qui, selon vous? Votre prédiction. Vous devez nous dire ça dès maintenant dans la section commentaires du live que vous écoutez actuellement. Facile, Chris? Très facile. Facile. Moi, je l'ai compris. Fait qu'à partir de là, les abonnés sont supposés de comprendre. D'ailleurs, on vous salue. On sait qu'on vous vous nous regardez de partout. On vous aime beaucoup parce que vous nous donnez beaucoup de gaz. Je veux qu'on poursuive un peu sur ton mock draft. On est rendu au 5e rang, les Kings. Juste, tu m'expliques ton choix. Kirby Dach? Oui, juste, tu m'expliques pourquoi que tu as mis Kirby Dach chez les Kings de Los Angeles. Ben, Kirby Dach, tu sais, c'est pas mon préféré. Puis d'ailleurs, dans mon mock draft, dans ma liste personnelle, il est 9e. C'est pour ça que je te dis, explique-moi ça. Il y a une bonne marge là, entre les deux. Là. C'est parce que Kirby Dach a vraiment la shape d'un pro comme c'est là. C'est un joueur de centre, il est gros, il est comparé par plusieurs à un Ryan Getzlaf. Donc, le temps qu'il se développe, les Jeff Carter, peut-être qu'il joue déjà comme ailier droit souvent, mais les Kings ont besoin d'un deuxième centre éventuellement. Kirby Dach remplit ces qualités-là. Il a du chien, il a besoin de jouer avec constance. T'sais, ça, c'est son gros défaut. Il faut qu'il démontre de la constance dans son jeu. Mais il y a tous les outils pour jouer avec les Kings. Puis je trouve qu'il y a le profil du joueur qui va marcher avec la culture des Kings de Los Angeles. C'est vrai qu'il cadre parfaitement avec la culture des Kings. Est-ce que les Kings vont continuer justement avec cette culture-là où on va peaufiner un peu notre style, notre attitude, notre identité? Peut-être qu'on va transformer ça parce que tu sais que les équipes s'influencent l'une et l'autre. Hein? Ben là... Puis j'ai aimé ce que Bergevin a dit aujourd'hui, je fais une petite parenthèse, c'est que lui a dit on ne dérogera pas de notre style de jeu, c'est la vitesse. On a vu que les Blues ont gagné, c'était physique, c'était intense, mais notre priorité à nous, c'est la vitesse. Oui, mais les Blues avaient quand même plusieurs joueurs rapides aussi. Hein, la rapidité, c'est des gros bonhommes qui étaient rapides, qui jouaient intensément, qui jouaient physique. Ben, Marc Bergevin a raison de dire ça. Parce que la Ligue nationale, c'est une ligue de copieurs. Puis le pas long, c'est le style qui privilégie présentement, qui pognait dans la Ligue nationale. Il a raison. Ils sont passés à quoi? Un point de faire les séries avec ce style de jeu-là? Fait que c'est légitime. Ils ont bâti de quoi? Tu peux pas mettre un plan en place, puis un an plus tard dire « Ah, fuck, les Blues ont gagné la Coupe Stanley de cette façon-là. On recommence du début. » Tu sais, tu peux pas faire ça. C'est pas responsable comme dirigeant d'une équipe. Juste, on écoute en même temps le draft à TVA Sport, puis j'aime ça, on voit les jumeaux Sedin qui sont sur l'auditorium, la scène, avec Gary Bettman, évidemment. Je veux saluer ça parce que, évidemment, c'était à Vancouver. Ben oui. Puis les Sedin habitent encore à Vancouver, même si c'est des Suédois, sont très impliqués dans la communauté. Puis là, sont là face à leurs fans. Puis évidemment, ils parlent, ils jacassent un peu. Ils sont en train de présenter tout ça. Le draft qui s'amorcera dans quelques minutes. J'ai bien hâte. Je veux qu'on saute rapidement, Chris, aux Canadiens. Aux Canadiens de Montréal, je veux qu'on parle qui tu vois, qui tu penses, qui qu'il faut qui draft.
Est-ce qu'ils doivent s'avancer? Est-ce qu'ils doivent reculer? Ben, c'est sûr, premièrement, que si le tricolore a la chance de s'avancer, c'est un beau repêchage pour le faire. Tu sais, l'expression de Max Truman dire que là, le Canadien, avec le fait qu'il a manqué les séries par la peau des fesses, ouais. il s'est retrouvé dans le no man's land avec son 15e choix. Ouais. Fait que le fait que le Canadien soit là, il va avoir un bon joueur à sa disposition au 15e rang. Mais s'il peut monter là, de 3-4 ans, il tombe dans la marge que je te disais au début, du 3e au 12e choix, que c'est différent. C'est serré. Le Canadien a 2 choix de 2e ronde. Il pourrait facilement sacrifier un, peut-être 2 s'il y a un joueur qui veut vraiment. Là. Tu sais, si le Canadien aime Peyton Krebs, qui va au 10e rang, qui est encore là, pourquoi pas aller voir c'est les Canucks qui l'ont. Voir les Canucks dire « Hey, on t'offre ça ». Je ne pense pas que les Canucks vont l'offrir parce qu'ils vont vouloir choisir au 10e rang devant le partisan. Ouais, mais c'est pour donner une idée du type de transaction qui peut être faite. Mais moi, je vais aller plus loin un peu. J'ai lu un texte de François Gagnon et j'en ai fait un texte parce que j'ai la même opinion que lui. C'est correct, on a réglé les problèmes d'attitude, on a sorti le caca du vestiaire. Ça, c'est qu'on a envoyé des joueurs évoluer ailleurs. Ils n'étaient plus les bienvenus dans le vestiaire. Donc, cette tournure-là est faite. Oui. L'autre chose qui est faite, c'est que là, on a de la profondeur, on a des espoirs, on a bien drafté lors des 2 dernières années. Ma question, est-ce que c'est le moment d'utiliser un Nick Suzuki, par exemple, pour aller chercher une arme destructive comme Timo Meier? Ça, c'est un exemple que François Gagnon a donné. Puis là, je dis Timo Meier, mais tu sais, un gars qui est déjà bien installé dans la Ligue nationale, qui a 22-23 ans, que tu peux risquer avec un espoir comme Nick Suzuki, parce que dans la vraie vie, vas-tu jouer dans la Ligue nationale? On ne le sait pas. On pense que oui, par son potentiel et tout. Mais peut-être qu'on peut l'utiliser pour aller chercher quelque chose d'intéressant comme ça. Si l'offre est bonne, c'est sûr que le Canadien doit le faire parce que Geoff Molson veut voir son équipe en série l'an prochain. Si le Canadien sacrifie un espoir, c'est parce qu'il va avoir un excellent attaquant qui va pouvoir remplir le filet adverse ou un excellent défenseur gaucher qui va pouvoir jouer avec Shea Weber ou Jeff Petrie selon le type de défenseur. Oui, c'est ça. D'un autre côté, il faut qu'il y ait la bonne offre. Il est mieux de garder Nick Suzuki dans son giron, tant qu'à ça, s'il n'y a pas la bonne offre, puis après ça, dire, ben gars, je vais le développer, puis après ça, ben, je vais pouvoir aller chercher ce qui me manque parce qu'il va avoir une plus grande valeur. Parce qu'au centre, là, c'est plein. Kotkaniemi, Peeling, Ryan Suzuki, on l'a fait travailler au centre pendant sa dernière saison dans la OHL. Mais je pense qu'il va plus jouer à l'aile, moi, dans la Ligue nationale. Peut-être, mais ça reste qu'ils ont une certaine profondeur. Puis, tu sais, moi, je regardais ça, l'épopée des Raptors de Toronto. Oui. On a vu le bassin Peel qu'on a surnommé le Jurassic Peel. C'était bondé de monde parce que les gens du Québec aiment ça, des équipes qui gagnent. Mais... On s'est rangé derrière les Raptors. J'espère que Molson, il regarde ça. Ben oui, il appelle Bergevin, il dit « Hey, yo, Mark! » Ben oui, c'est sûr qu'il veut ça. T'as-tu vu ce qui se passe? Faut qu'on gagne, nous aussi. Pas juste. Le plan, c'est de juste essayer ou faire les séries. Non! Le plan, c'est de tout faire pour aller chercher une Coupe Stanley depuis 93 que les gens attendent. On veut une équipe compétition. On est peut-être à 2 joueurs. Ben, plus ou moins. Oui, ça fait longtemps qu'on dit qu'on est à 2 joueurs d'avoir une équipe compétitive. En même temps, il faut que ça soit les bons joueurs aussi pour sacrifier tes espoirs. Si on t'offre juste un retour ordinaire pour ces joueurs-là, tu ne le feras pas. Mais si Bergevin il est audacieux et il est agressif un peu, il serait supposé de pouvoir faire ça parce qu'il l'a déjà été. Hein? Max Domi, c'est un échange audacieux. Il n'y a pas personne qui chiale après aujourd'hui. Jonathan Drouin, la même chose. Jonathan Drouin, lui, par exemple, il y a des choses à prouver l'année prochaine. Puis, il ne faut pas s'étonner. Sais-tu quoi? Il ne faudrait pas s'étonner que Jonathan Drouin soit sur le marché des transactions prochainement avec les jeunes qui poussent en arrière. Puis, tu sais, pour revenir à la transaction Drouin-Mihail Sergachev qui est rendu avec le Lightning de Tampa Bay. Ben, Sergachev, il y a des rumeurs de transactions à Buffalo pour Ristolainen. Un ou l'autre, jusqu'à présent, tu sais, oui, Sergachev, sa première année, quand il était avec le Lightning, c'était super, surtout la première moitié de saison, mais après ça, on l'a envoyé d'un gradin et tout ça. Mais qui a gagné cette transaction-là jusqu'ici? Quant à moi, c'est assez égal. Tu sais, je veux dire, exact. Parce que les 2 équipes ont été chercher un besoin qui avait toutes les 2. Le Lightning voulait échanger Drouin. Hein, il y a ça, tu sais, pour faire de la place sur la masse salariale. Il voulait un défenseur en retour. Le Canadien avait un défenseur. Je te coupe, Chris. Ben oui. Je m'excuse. Le premier choix au total de l'encan 2019, Jack
Hughes, 5 pieds 10, 171 livres. C'est le nouveau premier centre des Devils de New Jersey. Chris... L'éventuel premier centre, parce que présentement, Nico Hischier fait la job pas à peu près avec Taylor Hall là-dessus. Là. Ouais, en 50 matchs, là, 34 buts, 112 points. Hey, c'est énorme. Il était incroyable. Puis il ne faut pas se baser sur les matchs qu'il y a eu au mois de mai, là, le championnat du mois de mai en Europe. Ben, il n'a pas joué beaucoup, puis tout ça. Puis Capo Caco, il était explosif. Puis tout le monde parlait de Capo Caco. Ben, avec raison, parce qu'il était spectaculaire. Il a été spectaculaire pendant le championnat du monde de Capo Caco. Là. Il arrive, puis il a dominé les buteurs du tournoi pendant un bon bout de temps aussi. C'est normal. Mais d'un autre côté, Jack Hughes, depuis le temps qu'il est là, puis qu'on le développe, puis qu'on le voit évoluer, la seule chose que je trouve plate pour lui, en fait, à soir, là, imagine-tu comment ça aurait été punché qu'il soit repêché par les Canucks de Vancouver à Vancouver avec l'équipe de son frère. Ah oui, ça chose que je trouve dommage. Ça aurait été un coup incroyable. On savait bien qu'elle allait sortir au premier rang. Puis, tu sais, je veux dire, ce jeune-là, je l'analysais, je le regardais jouer. Là, puis quand il est en possession du disque, là, il est magique. Il est hallucinant. C'est un magicien. Puis on voit tout le potentiel grandiose de ce joueur-là. Moi, je le dis, là, c'était le premier choix logique, même si je préfère Capo Caco pour des raisons personnelles, Chris. C'est uniquement personnel. Ben, Jeff, tu sais, Simon Boisvert, ce qu'il disait, là, Jack Hughes, là, c'est un joueur que tu vas voir dans ton équipe, mais tu gagnes avec des Capo Caco. Ouais, c'est ça. Puis, c'est pour ça que Simon a mis dans sa propre liste Caco en premier. C'est pas renier le talent de Jack Hughes. C'est qu'avec la mentalité de je construis mon équipe, quel type de joueur je veux placer à tel endroit, ben c'est lui qui voyait là, puis c'est tout à fait défendable. C'est un choix logique. Les Devils, s'ils avaient surpris en prenant Caco, ben oui, ils auraient surpris, mais ils n'auraient pas fait un mauvais choix pareil. Non, c'est 2 excellents joueurs, 2 excellents choix. Puis j'ai hâte de voir la suite des choses, Chris, parce que là, je me dis, Tyler Hall. Qu'est-ce qui va se passer avec lui? Parce qu'il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs qu'il ne veut pas poursuivre sa carrière à long terme chez les Devils du New Jersey. Mais là, tu as un Jack Hughes, tu te dis-tu, c'est mon futur centre, ça. J'ai-tu envie de rester ici? Nico Hischier, qui va bien, qui se développe bien, ils ont eu du succès, ces deux-là, ensemble, lors de l'année d'MVP de Tyler Hall en 2018, 2017-18. Que va-t-il se passer dans ce dossier-là? Parce que là, tu drafts Jack Hughes, faut que tu trouves un moyen de conserver les services de Tyler Hall. Ben, tu n'as pas le choix, OK? Moi, excuse, j'ai dit Taylor Hall. C'est Taylor Hall, ouais, c'est ça. Les oreilles m'ont fourché un peu. Regarde, ben, Jeff, le cas de Taylor Hall, c'est simple. Je pense qu'il a aimé sa run en série, sa première en carrière avec les Devils. Ouais. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Là. Il veut gagner, le gars. Là. S'il sent que les Devils ne pourront pas gagner à court terme, il est parti. Il va partir des Devils. Fait que là, Ray Shero, il a une belle patate chaude dans les mains. Il faut qu'il voit, est-ce que je l'échange? Est-ce que je ne l'échange pas? Est-ce que c'est quel moment qui est le meilleur pour pouvoir avoir le meilleur retour possible? Les Devils ont encore de la job pour reconstruire. Fait que Ray Shero doit démontrer à Taylor Hall qu'à court terme, les Devils, ça va être une équipe qui va compétitionner pour les séries, qui va avoir une chance légitime d'aller loin en série. Fait qu'ils ont besoin encore d'attaquants, ils ont besoin de développer le joueur, ils ont besoin de défenseurs, puis ils ont besoin de régler la situation des gardiens. Parce que Corey Schneider, après sa longue année difficile, il a bien fini la saison avec les Devils. Ouais. Est-ce quel Corey Schneider ils vont avoir l'année prochaine? On ne sait pas encore. T'sais. Moi, je le souhaite qu'il soit en santé parce que c'est un gardien que j'ai toujours aimé. Mais quel Corey Schneider on va avoir? Fait que Ray Shero, sa job pour convaincre Taylor Hall, c'est de dire, regarde, voici ce que j'ai fait. C'est toi la pièce centrale de tout ce beau monde-là. Là, il a fait un premier pas. Avec Jack Hughes. C'était facile de faire le premier pas. Tu as le premier choix au total. Donc, c'est facile de faire une belle enjambée vers le reset ou peu importe, parce que c'est un mot qui est populaire, hein, un reset. Ben, là, oui. Parce qu'on ne veut pas dire reconstruction. Il n'y a plus une équipe qui a envie de dire ça. On parle de reset. Ben, écoute, c'est le nouveau mot lancé par Bergevin. Tout le monde a adhéré à ça. Tout le monde a acheté ça. Ah, ben oui. En plus, un reset. Les Rangers. De même. Ben ouais, c'est exact. Puis là, les Rangers aussi ont parlé du reset.
Ben oui. Ils ont parlé de reconstruction, mais là, finalement, ils ont fait comme ah shit, finalement, ça va être un reset. T'sais. Ben là, avec Jakub Trouba, les droits sont rendus chez les Rangers de New York. C'est intéressant. Ben, c'est intéressant, mais les Rangers, là, on voit qu'ils vont arriver sur l'estrade. Hey, c'est cool, le micro qui sort du plancher, je trouve ça le fun. Mais les Rangers, là, ils ont quand même des gros dossiers avec Jacob Trouba. Ils ont Kevin Shattenkirk qui essaie de se débarrasser. Ça c'est terminé, ça, là. Mais heureusement, Jeff Gorton, quand il l'a signé, il l'a signé pour 4 ans seulement. Fait que déjà là, ça fait quelqu'un qui est intéressant à transiger en autant qu'il y ait de l'intérêt. Dans le pire des cas, il va pouvoir être racheté l'année prochaine. Parce que présentement, le rachat, c'est ordinaire un peu comme option, ça se fait. D'ailleurs, Corey Perry a été racheté et son contrat était pas mal plus lourd que celui de Shattenkirk. Là. Mais il va se trouver une job, Corey Perry, parce qu'il ne gagnera pas cher. On va lui offrir un petit contrat, il va accepter parce que lui, il veut jouer au hockey. Il a juste 34 ans, il a ralenti, c'est épouvantable. Là. Mais dans le bon rôle, dans la bonne chaise, au bon salaire, je vais te faire une comparaison. Thomas Plekanec. Son rôle était d'aller en Europe, par exemple. Oui, c'est ça, mais tu sais, son contrat de 6 millions par saison pendant 2 ans, le salaire était haut pour le rôle qu'il avait réellement. Ouais. Les Rangers ont appelé leur choix. Évidemment, est-ce que c'est une surprise, Chris? Pas du tout. Kakko devient un membre de l'organisation des Rangers de New York. 6 pieds 2, puis c'est un Finlandais. Sais-tu ce que j'aime des Européens, moi? C'est la façon qu'ils développent le joueur. J'adore ça. Surtout les Finlandais, on l'a vu avec Jesperi Kotkaniemi dans les zones restreintes. Ils travaillent très bien parce qu'eux autres, c'est comme ça qu'ils travaillent quand ils développent, quand ils enseignent aux jeunes joueurs dans des zones restreintes, sortent avec la rondelle, manient bien la rondelle. J'aime ça, puis ça en est un Kakko. Puis on voit des flashs de lui à la télé. Là. Il est tout simplement incroyable. Moi, là, je te le dis, il m'a ébloui Chris au mois de mai. Tu sais, puis je vais te l'avouer, c'est grâce à lui que j'ai suivi ce championnat-là. Ben oui, parce que d'habitude, j'aime pas ça, moi, ce championnat-là. Exact, on le suit plus ou moins, ce championnat-là, mais tu te dis, tu as Jack Hughes, tu as Kakko qui sont là, il faut l'écouter. Puis je ne suis pas tout seul là, qui a été ébloui par les performances de Kakko. Là. Ben non, tout à fait, là, parce qu'il y a un talent clair et net. C'est un beau joyau à travailler pour les Rangers, qui là, ils vont avoir Vitaly Kravtsov, donc Lias Anderson, Kaapo Kakko, Philippe Kettel qui est là. Il y a Mika Zibanejad qui va pouvoir descendre éventuellement dans un rôle de centre numéro 2, qui va être parfait pour lui. Là, à New York, là, le futur est beau. Là, tu as dans les buts que je te dis, eux autres, ils ont parlé de reconstruction il y a 2 ans. Alain Vigneault dit, moi, je veux rien savoir de ça. Il n'est plus là. Il n'est plus là non plus. Mais David Quinn, l'entraîneur qui ont été chercher des rangs universitaires, très bon entraîneur. Il a du guts. Lui, là, il est arrivé. Puis il n'a pas hésité à envoyer des vétérans dans les estrades. Là. Il a envoyé Kevin Shattenkirk réfléchir en début de saison. En début de saison. Là, ce qui reste à voir avec les Rangers, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec le reste. Est-ce qu'ils vont échanger Chris Kreider? Il en jase énormément. Puis Chris Kreider, c'est un power forward de luxe, un attaquant de puissance de luxe. Il a peut-être ralenti, peut-être un peu moins rapide qu'il y a quelques années, mais je le prends dans mon équipe demain matin. Pourquoi? Il compétitionne. Moi, je le prends à Montréal parce que si jamais on est en série, il ne rentrera pas dans le carré Price. Exactement. Non, mais je te le répète tellement souvent comment je suis un fan des joueurs qui compétitionnent à un niveau élevé, comme exemple Chris Kreider, Brendan Gallagher. Ça vient me chercher, puis je mets Kakko là-dedans. C'est un joueur qui est dessiné pour Jeff Drouin. Ah, ben écoute, on fera une équipe Jeff Drouin, Christian Matt à un moment donné dans un podcast. Ça serait écœurant, tu sais, en tenant compte du plafond salarial. Ça serait écœurant. On repêche tout horizon en tenant compte du plafond salarial. Donc, le prochain live devrait être sur les agents libres. Oui. Mais l'autre, ça va être l'équipe Matt contre l'équipe Drouin. Ah, ça serait écœurant, ça. Vraiment. J'aime beaucoup tes idées. On va revenir aux Canadiens parce que tu m'as posé une question. Qui le Canadien doit aller choisir quoi? Selon ce que le Canadien dit, ils vont prendre un joueur qui aime. Ça se peut qu'il aille pour des besoins court terme. Moi, ça m'intéresse. Fuck les besoins. Non, mais c'est ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision-là, tu le sais. Moi, il faut qu'il aille chercher le meilleur joueur disponible. Pour moi, Chris... Ça se peut que ça soit un défenseur gaucher pareil. T'sais? Sauf que si tu as Alex Newhook qui glisse un peu au 15e rang, c'est un no-brainer. Je prends Newhook avant. Chris...
je réfléchis, là, on parle du Canadien parce que c'est populaire parler du Canadien. Là. Je sais pas ce que tu veux dire, mais OK. Mais, tu sais, à un moment donné, quand je vois Trevor Timmons dire on va prendre un joueur qu'on aime ou on va prendre un joueur qui va répondre à nos besoins, ça me chatouille. Première ronde, moi, ça a tout le temps été comme ça. Tu prends le meilleur joueur disponible quand tu arrives à ton rang. Mais plusieurs équipes font ça. C'est pas juste le Canadien qui fait ça, Chris. Mais moi, là, je vais te dire une chose. Ça se peut qu'ils fassent ça. Mais c'est peut-être du bluff aussi, tu sais. C'est peut-être du bluff aussi, parce qu'ils suivent tout entre eux autres, les équipes. Là, où, on ne sait pas ce qui va se passer. Là. Fait que, là, on voit que les Blackhawks vont choisir. Là, c'est là que ça devient intéressant. Là. Ben, j'ai hâte de voir. Ben, moi, je vois Alex Turcotte vraiment sortir avec les Blackhawks de Chicago. Là, puis, ça aussi, on dirait qu'un 2-3, pour moi, c'était une logique. Pas qu'Alex Turcotte est tant meilleur que les autres derrière lui. C'est juste qu'il vient de Chicago, puis Chicago draft 3. Fait que c'est juste pour ça que 1, 2, 3, pour moi, ça avait une logique. Ben oui, tout à fait. Là. Puis, tu sais, les Blackhawks, peu importe ce qu'ils font, OK, ils vont avoir un bon joueur. OK? Ouais. En autant qu'ils le développent bien pareil, parce qu'il y a toujours ça aussi là, qui est en arrière. Mais d'habitude, là, dans le top 5, c'est rare les fails maintenant. Là, tu sais. Les Neil Yakupov, tu as ça une fois par 10-15 ans. Tu sais, le dernier fail dans le top 5, là, à part Neil Yakupov, on peut parler de Patrick Stéphane. Mais parle-moi pas de Neil Yakupov. On peut parler de Jesse Puljujärvi, là. Pour l'instant, oui. Il est encore jeune, mais quand même, moi, ça me rappelle Neil Yakupov. Mais Yakupov, Hockey Sense, moins 1000. Ah oui, moins 1000. C'est tough, là. C'est tough. Tu arrives dans le show, dans la Ligue nationale, puis tu as un hockey sense de barbotte, clin d'œil à Pierre Cloutier. Lorsqu'un joueur n'a pas de hockey sense, nous, on qualifie ça de hockey sense de barbotte. Mais Neil Yakupov, c'est l'exemple parfait d'un hockey sense de barbotte. Ben oui, tout à fait. Puis c'est là que, tu sais, à moins que tu fasses vraiment pas ta job, un fail dans le top 5, c'est dur à avoir, tu sais. C'est très, très dur à avoir. Hein? Les Blackhawks ont choisi Kirby Dach. Donc, grande surprise, mais Jeff, ça fait du sens. Non, mais je tombe en bas de ma chaise. Je tombe en bas de ma chaise, sincèrement. Je le sais que c'est un centre. C'est un gars qui a une grosse stature, 6 pieds 4, 6 pieds 5. Tout à fait. Je suis surpris. Je le sais pas. Moi, c'est pas lui que je voyais là, sincèrement. Là. Mais ça confirme ce que je te disais. Ça confirme ce que je te disais. Mais la marge entre 3 à 11-12 est mince et c'est là qu'il joue là-dessus. Je dois avouer, par contre, il y a eu un excellent tournoi à Linka Gretzky en 5 matchs. Je pense qu'il a accumulé 9 ou 10 points, si ma mémoire est bonne. Il a été extraordinaire. Fait que je pense que c'est là qu'il s'est peut-être avancé un petit peu dans le draft. Mais comme tu dis, de 3 à 12, c'est très difficile. Là. Mais encore une fois, c'est un Canadien. C'est un Canadien. Puis c'est sûr que Kirby Dach doit rester un joueur qui doit apprendre à performer avec constance, OK? Mais c'est correct. Il est encore jeune. Il a une bonne stature, tu l'as dit, il a un bon gabarit. Des joueurs de même comme ça, à ces âges-là, il faut que ça apprenne encore à maîtriser son corps un peu. Il est agile. Tu sais, pour 6 pieds 4, c'est un gars qui est très agile, il est fluide sur patin. Tout à fait. J'aime son positionnement devant le filet. Tu sais, c'est un gros bonhomme. Il allait là pour les garbage goals, les buts poubelles, comme on dit. Marquer des buts de cette façon-là, je l'ai vu à quelques reprises. Donc, je dis pas que c'est un mauvais choix, loin de là. Mais il est surprenant pareil dans exact. Là, on va voir, est-ce que ça change la stratégie de l'Avalanche? Si l'Avalanche voyait Alex Turcotte avec les Blackhawks, est-ce qu'ils vont-tu y aller pour Alex Turcotte? Ils vont-tu y aller pour Bowen Byram, qui est un choix logique pour les raisons qu'on a expliquées tantôt? Parce que là, ça pousse Byram. Là. Ben, ça pousse Byram. Tu sais, t'as encore Turcotte de disponible. Ben oui, c'est ça. Mais si Byram, tu sais, regarde, c'est simple à partir de maintenant. Si Turcotte s'en va au Colorado, pour moi, Byram va à Los Angeles. Puis l'inverse est vrai. T'sais, pour moi, là, en ce moment, c'est ça. Mais facile à dire. Il y a Dylan Cousins. Moi, je ne suis pas un fan de ce joueur-là. Mais c'est un joueur. Je trouve que. Je vais te faire ma comparaison. Oui. Alex Galchenyuk. Des belles habiletés, toutes, mais la constance, mais le sens du hockey, là. J'ai vu des séquences, Jeff, là, où c'était wide open, puis il fonçait dans le tas, puis il n'y avait pas d'option quand il fonçait dans le tas. C'est ça qui m'achale. Il est quand même électrique en possession du disque. Je ne veux pas y enlever ça, mais il va falloir... Il est complet. Oui, absolument. J'ai pas autant de doutes que toi.
Ben, ça se peut, je me trompe. Non, mais je dis pas que tu te trompes, mais je l'aime plus que toi, tu peux l'aimer sans être un grand fan, là, mais je n'haïs pas ce joueur. Moi, c'est dans les joueurs, dans le top 10 actuellement, c'est le joueur que j'aime le moins. Ça ne me gêne pas de le dire, mais tu sais, des fois, ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse. Mais c'est le joueur que je ne vois pas le si grand potentiel en comparaison des autres. Pourtant, dans les listes, il sort tout le temps au même endroit, ou presque. Là. Ou presque, parce que je ne suis pas tout seul à voir ça. Hein. Il y a Hockey Prospect qui l'a classé 14e sur sa liste, entre autres. Fait que je ne suis pas tout seul. Mais il y a des raisons à ça. Puis encore une fois, je te parlais du niveau de compétitivité tantôt. Oui. Il y a certaines comparaisons à Alex Galchenyuk. Le niveau de compétition aussi, on peut le comparer à Alex Galchenyuk. Un soir donné, il peut arriver, il va compétitionner. Puis le lendemain, il va être super ordinaire. Exactement. Fait que, à cause de ça, souvent, les joueurs dégringolent au classement. Ben, c'est exactement ça. C'est pour ça que Dylan Cousins, c'en est un que moi, j'aime pas puis que je classe plus bas. Mais je sais qu'il va partir top 10. Je serais surpris qu'il ne parte pas top 10 parce qu'il y a des habiletés qui sont là. Il y a le gabarit qui est là aussi. C'est un choix qui est logique dans son cas. Mais tu sais, je vais prendre avant lui Cole Caulfield, même si, tu sais, je vais prendre Cole Caulfield, là, c'est 5 pieds 7, mais j'en parlais à J. Desbois aujourd'hui, je m'en contrefous qui mesure 5 pieds 7. Ce gars-là compétitionne, ça n'a pas de bon sens. Tu sais quoi la différence entre lui et Kaliev? Mettons, là, juste en termes d'habileté, tu sais, ultimement, parce que c'est deux grands buteurs. OK? Kaliev, là, on va ôter le coup de patin ordinaire, la compétitivité qui n'est pas là pantoute. Caulfield, Chris, c'est un poison. C'est un poison. Mais la différence de buteur entre les deux, là, c'est que Caulfield, il est tellement intelligent, il est toujours bien spoté pour pouvoir marquer ses buts. Et là, la différence. Kaliev, c'est pas le même style de joueur. Et de loin, pas pour rien qu'il est vu très bas en première ronde, ou peut-être en moitié de première ronde, on ne sait jamais. Je serais surpris qu'il soit pris par le Canadien parce qu'il ne fit pas dans la culture que le Canadien a. Ben, si le Canadien respecte sa nouvelle culture et sa nouvelle attitude, tu ne peux pas drafter. Tu ne peux pas le drafter. Non, exact. Mais Cole Caulfield, ce qui est le fun, c'est qu'il est petit, il est hargneux, mais il est toujours bien positionné, puis il trouve le moyen de ne pas se faire frapper. Ça aussi, c'est une intelligence qui est grande dans son cas. Il va chercher la puck dans le coin en plus. Puis, il faut faire attention, là. On n'est pas en train de dire qu'il est pissou, là. Non. Mais sa façon d'éviter les mises en échec, ça démontre son intelligence. Puis après ça, il ressort avec le disque rapidement. Et c'est pour ça qu'on aime son niveau de compétitivité. Moi, je suis en amour avec ce joueur-là, Chris. Tu sais, si je veux dire, est-ce que ça se pourrait qu'il glisse jusqu'au Canadien? Ben, tu sais, on jase comme ça, là. Je serais surpris, mais si par hasard il fait ça, Cole Caulfield doit aller. Là, on voit Joe Sakic qui est originaire de Vancouver, qui se fait applaudir par les fans de sa ville, tu sais, sa ville natale. Mais, et voilà, c'est fait. Si le Canadien, alors qui, Alex Turcotte? Byram. Bowen Byram, défenseur, 4e choix au total de l'Encan 2019, un choix de l'Avalanche du Colorado. Logique. Très logique. Exactement là où je le voyais dans mon mock draft. Ben, toi, regarde. Je suis 3 en 4 comme c'est là, mais c'est facile les deux premiers. C'est facile d'être 3 en 4 quand tu as deux classements. Hey, j'ai dit mon mock draft, mon espèce. Ton mock draft, c'est Byram, mais ton choix personnel aurait été Turcotte. C'est pas grave, mais Byram est un choix très logique. Puis ça, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Puis moi, je dis ça à tout le monde, surveillez ça. Je crois que Tyson Barrie pourrait quitter incessamment Jim Benning. Plutôt que tard. Jim Benning, le directeur général des Canucks de Vancouver, aurait déposé une offre pour Barrie. Avec le premier choix 2020 puis Jake Virtanen. Exactement. Je trouve ça le fun comme proposition. Jake Virtanen a marqué 15 buts l'an passé. Il a finalement montré des signes de progression. Il y a un certain potentiel. Oui. Ça serait intéressant pour le deuxième trio de l'Avalanche du Colorado. Oui. Puis, tu sais, Barrie, là, si on veut le sortir, je te le dis, à l'époque de Patrick Roy, André Tourigny, on voulait déjà le sortir du Colorado. Il y a une raison pourquoi on veut le sortir de là. Ben, c'est parce que Tyson Barrie, tu sais, je vais te faire une comparaison avec un espoir du draft, là, présentement. C'est un peu comme Thomas Harley, le défenseur gaucher. Harley, c'est un excellent joueur offensif. Il est spectaculaire. Il va te faire les jeux de la semaine avec ses passes puis tout. Mais en défensive, c'est une catastrophe comme c'est là. Il est très ordinaire, mettons. Si tu veux être conservateur, il est ordinaire. Une catastrophe. Okay? C'est pour ça que... C'est pire qu'une catastrophe, je pense. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que Thomas Harley, je ne suis pas sûr qu'il va être le choix du Canadien pour cette raison-là. Ouais.
Ils vont préférer un joueur un peu plus complet pour pouvoir patrouiller le flanc gauche si c'est ce besoin-là qu'ils vont chercher. C'est pour ça que Cam York, pour moi, si le Canadien arrive, ils ont le choix, ben, ça va être Cam York. Parce que je ne pense pas que Philippe Broberg va être là. Il y a des... lui, je l'aime. Ben, c'est un joyau à travailler parce que présentement, il est ras encore. C'est un diamant brut. Okay? Il faut qu'il peaufine son jeu à l'attaque, il faut qu'il peaufine son jeu à défensive, mais tu le vois des flashs qui est bon. T'sais? Mais il y a tout qu'un coup de patin pour sa taille. Là. Incroyable. Incroyable. Puis il voit le jeu, il est bon pour mener le jeu de transition. Il pourrait être un peu plus physique, mais ce qu'on lui demande, c'est d'être une présence imposante. Hein, on ne lui demande pas d'être physique nécessairement, mais qu'il soit fort physiquement. Fort physiquement ne veut pas dire être physique, mais bloquer des shots, être solide devant le filet, des choses comme ça. L'attaquant adverse te voit, il fait comme « Ah fuck, faut que je le contourne. » C'est à peu près comme avec Shea Weber, mais Weber, lui, c'est parce qu'il cogne. Broberg, c'est parce qu'ils vont faire comme « Oh, ok, il faut que je le contourne. » Puis il y a une longue portée, hein? Il ne l'utilise pas à peu près. Là. Mais je pense pas qu'il va se rendre là. Il y en a qui parlaient que les Oilers l'aimaient beaucoup au 8e rang. Ça, je trouve ça tôt pour Broberg. Mais là, les Oilers sont équipés en frais de directeur général parce que M. Peter Chiarelli n'est plus. C'est maintenant Ken Holland. Ils sont en business, je crois. Ben, ça va mieux aller. Mais il y a encore de la job à faire là pour changer l'équipe, la culture d'équipe. Entourer McDavid, Draisaitl, puis Ryan Nugent-Hopkins. C'est un vestiaire. Souvent, les joueurs partent de là, puis ils parlent de vestiaire qui a une culture perdante. Oui. J'ai de la misère avec ça. Ton capitaine, c'est le meilleur joueur au monde. Mais McDavid, je pense pas qu'on puisse remettre en question son désir de vaincre. Tu te souviens au match des étoiles, c'est-tu lui qui avait dit je t'écœurais de perdre, puis on peut pas remettre en question ça parce qu'il dit je le crois. Je le crois. Mais oui, on peut pas le croire. Fait que c'est vraiment les pièces autour. Il n'est pas bien entouré. Là. Quand à un moment donné, là, sur le premier trio, tu fais jouer Zach Kassian avec lui, puis la fois d'après, c'est Alex Chiasson. Puis là, après ça, c'est Jujhar Khaira qui passe du temps là. C'est tous des joueurs, c'est Khaira, je le prends dans mon équipe n'importe quand. Mais vierge, je ne suis pas un joueur de premier trio. Là. C'est parce qu'on a amorcé un travail de destruction dès l'embauche de Peter Chiarelli. Là. Taylor Hall. Jordan Eberle. Je veux dire, on pourrait... Eberle qui a été échangé contre Strong, qui a été échangé contre Spooner, qui a été mis au balotage. Hein? Ah non, puis après ça, il a été échangé contre Sam Gagné. C'est ça, là, de mémoire? Il fait que ça décrit un peu la besogne que fait Peter Chiarelli. Puis là, on parle qu'il pourrait avoir une job avec les Canucks de Vancouver. Parce que qui tu connais, hein, tu sais comment c'est un monde petit. Fait que si t'es mon chum, m'a t'embauché, mon ami, viens-t'en, tu vas travailler avec moi. Ben là, tu sais, des fois, il y en a qui disent c'est ça, ils font recycler le bon chum puis tout. Mais là, tu peux pas arrêter le cynisme de ce bord-là là, si Chiarelli se trouve une job. Moi, je me demande, c'est quoi tu lui donnes comme responsabilité? C'est quoi tu lui donnes? Négocier des contrats? Regarde ce qu'il a donné à Mikko Koskinen. Lui qui remplit les contrats une fois qu'ils sont signés. Tu sais, la paperasse. Il remplit la paperasse. Tiens, pointe ton crayon. Là, après ça, tu te dis, tu lui donnes-tu, mettons, la responsabilité des scouts pour au niveau professionnel? Non. Tu sais, je veux dire, les Kings vont faire leur choix. Et Luc Robitaille qui est au micro. Ben, j'aime ça parce qu'on voit Rob Blake, on voit Luc Robitaille. J'aime ça voir des anciens qui travaillent au sein de l'organisation avec laquelle ils ont joué pendant des années. En autant qu'ils fassent leur classe pareil, comme Marc Bergevin l'a fait avec les Blackhawks. Tu sais, moi, je vais te faire le parallèle. Gard Snow, son histoire, non. Luc Robitaille, Rob Blake, Marc Bergevin, OK. Ouais. Ron Extall, OK aussi. Oui, il faut que tu fasses tes classes. T'sais, même si tu es un ancien joueur, tu dois faire tes classes. Et voilà, Alex Turcotte qui sort au 5e rang. Je suis un peu surpris. Sincèrement, je suis un peu surpris. Mais ça annonce un changement de culture chez les Kings, comme on en a parlé tantôt. Parce qu'Alex Turcotte, c'est pas le typique des Kings des dernières années. C'est un gars de 5 et 11. C'est un gars qui n'est pas gros. Mais il y a du talent à revendre à l'attaque. Je le trouve bon dans les 3 zones, moi, Chris. Ouais. Puis il y a du talent à l'attaque. Ses pieds n'arrêtent jamais de bouger. Il est toujours en train de travailler. J'aime ça, il compétitionne. Encore une fois, le niveau de compétition, à mes yeux, c'est très important.
Moi, je dois t'avouer, là, je le regarde à la TV, je suis un peu jaloux de ses cheveux. C'est le genre de cheveux que j'aurais voulu en étant petit, mais gars, ça, c'est une autre affaire. Sais-tu quoi, Chris? L'autre fois, j'ai sorti notre album de finissant. Okay? On a le même âge, on a 38 ans, on est allé à l'école ensemble, puis tu avais des cheveux. Tu avais une grosse touffe qui ressemble à Alex Turcotte, soyons francs. Mais oui, pour revenir à Turcotte, je trouve que là, on envoie un message. On envoie un message aux autres équipes, aux joueurs. Regardez, là, nous autres, là, on veut axer ça sur la vitesse, le niveau de compétition élevé, des gars talentueux qui travaillent, qui sont bons dans les 3 zones. J'aime ça. Les Kings ont quand même racheté le contrat de Dion Phaneuf. Hein? Parce que. Okay. Oui. Ça c'était une. C'est mon deuxième homme de Cro-Magnon. Je pense que c'était une délivrance pour les Kings et même pour Dion Phaneuf. Hey, en passant, là, parlant d'homme de Cro-Magnon, qui tu vois jouer avec ton homme de Cro-Magnon à Washington? OK, on change de sujet? On va laisser. Tu sais, Alex Turcotte, sais-tu quoi? Les Kings, là, c'était pas leur choix parce qu'ils pensaient qu'elle allait pas être là. Je suis sûr, autres, là, dans leur tête, il y avait Kirby Dack. Exactement. Exactement, mais là, tu dis, Alex Turcotte, il est là. Oui. Tu peux pas le prendre. Ben, c'est sûr. Parce que c'est un joueur qui a une vision incroyable du jeu. Il décortique le jeu, là, c'est quasiment chirurgical. Il est là, il lit la game, il suit ça, il peut dicter le beat, il peut le ralentir aussi aux besoins. Des joueurs de même, t'en as pas tant que ça. Là. Non, c'est un joueur très, très intelligent, puis c'est triste un peu pour Turcotte parce que, comme on le disait tantôt, là, c'est un gars de Chicago, c'est un jeune homme de Chicago, voulait jouer avec son idole de jeunesse, Jonathan Taze, parce que sa maman vient de la Beauce, très important, le Jonathan. Ouais, mais tu te retrouves dans les palmiers de la Californie, les Kings, tu vois qu'il y a un changement de culture qui semble s'opérer autour de toi. Tu sais, le contexte, c'est quand même bien. Est-ce que Rob Blake, maintenant, il va essayer d'y aller vers une reconstruction? Ça, c'est l'autre affaire. Ils n'ont pas le choix, Chris, parce que les gars, tu sais, Anze Kopitar, Jeff Carter, Jonathan Quick, c'est des gars qui vieillissent. Tu sais, ils ont gagné des coupes, là, c'est correct. Ils ont eu 2 coupes en l'intérieur de 3 ou 4 ans. De 4 ans, de 4 ans. Fait qu'à un moment donné, le fameux reset, il faut que tu appuies sur le petit bouton. Là. Ben, c'est ça. Mais là, après ça, c'est qui que tu échanges dans la gang? Tu as Jeff Carter que tu peux échanger. Tu as Dustin Brown que tu pourrais essayer de troquer, mais ils ont toutes des clauses de non-d'échange. Là, je ne suis pas familier avec ça parce qu'on parle, puis je suis concentré avec toi au lieu de faire mon recherchiste. Mais il faut que Rob Blake joue bien ses pions pour monnayer le mieux possible, comme son échange qu'il a fait avec Jake Muzzin. Oui. Tu sais, c'est. Mais l'échange de Jake Muzzin a comme lancé un peu justement cette fameuse petite reconstruction-là du côté des Kings de Los Angeles. Ils ont des gars intelligents, ils ont Luc Robitaille, ils ont Rob Blake, travaillent de concert ensemble. Je pense qu'ils ont un plan qui est assez précis, puis on le voit là en ce moment. Là. Ben, c'est peut-être le temps d'échanger Jonathan Quick aussi, si c'est possible, parce que comme je te dis, je n'ai pas sous moi les clauses de leur contrat. Mais si tu es capable d'échanger Jonathan Quick, c'est le temps. Ben, on est rendu là. Est-ce que tu dois réfléchir à trancher, tu l'as dit, Jeff Carter? Dustin Brown vieillit, puis j'ai aimé la façon qu'il a rebondi lorsqu'on lui a arraché ou enlevé le C pour le donner à Anze Kopitar. Oui, c'est ça, c'est quelque chose, ça. J'ai de la misère avec ça, Chris. Ben, tu m'en as déjà parlé. Là, comme ça a déjà été fait à San Jose avec Thornton, avec Marleau. Puis, gars, pourtant, ces joueurs-là sont restés longtemps après. C'est ça, puis on continue de l'aider à leur façon, mais je pense qu'on voulait changer un peu la perception, la culture du côté des Kings. C'est pour ça qu'on a donné la lettre C à Anze Kopitar, qui est le meilleur joueur de l'équipe, qui est l'un des meilleurs joueurs au monde, qui est un gars qui est bon dans les 3 zones. Fait que. Tu sais, non, évidemment, l'affaire avec Jeff Carter qui le rend difficile à échanger. Tu te souviens, son nom circulait pendant l'hiver, puis il a dit, moi, si je me fais échanger, je prends ma retraite ensuite. Ouais. Et ça complique beaucoup les choses, tu sais. Ça fait princesse un peu, tu sais. Ouais, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont princesses comme ça. Phil Kessel. Phil Kessel. On va le laisser faire parce que, regarde, là, c'est les Red Wings qui montent sur l'estrade au 6e rang. Là, c'est le premier mandat de Steve Yzerman comme directeur général avec son ancienne équipe parce qu'il a passé 20 ans chez les Red Wings de Détroit. Même après sa carrière, il était dans le comité exécutif hockey avec Ken Holland. C'était son bras droit. Il est parti à Tampa Bay. Il est revenu. Moi, je suis content de le voir là. Stevie White, l'ancien capitaine, c'est Jacques Demers qui l'avait nommé capitaine.
On voit Kurt Mulvey, on voit c'est des chums, ils ont joué ensemble. C'est comme ça que tu crées une famille. J'aime ça, Chris. J'aime ça. Puis là, j'ai hâte. Moi, la prédiction pour eux, c'est Trevor Zegras, qui est un joueur qui a joué avec Jack Hughes et Alex Turcotte. Zegras, qui est un petit hargneux aussi. Tu sais, c'est pas le gars le plus imposant. Il est hargneux. Ce qui est le fun, c'est que c'est un fabricant de jeux. Et là, qui ont pris? Moritz Seider, première grosse surprise. Hey, je le voyais loin, moi. C'est tellement là. Puis c'est un joueur que je pense que les Canadiens sont allés voir du côté de l'Allemagne dernièrement. Écoute, Jeff, c'est simple. Moritz Seider, c'est un joueur qui a joué avec les hommes toute l'année. Un gros défenseur droitier. Il est mature physiquement. Très mature. 6 pieds 3, plus de 200 livres. Oui, exactement. Bon coup de patin pour sa taille. Première surprise de ce repêchage. On sait qu'il est très fiable défensivement. On a vu des flashs sur le côté offensif, mais ça demeure encore à prouver. Fait que là, ce qu'on se demande, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Est-ce qu'ils vont l'amener tout de suite en Amérique du Nord pour pouvoir travailler avec lui? Ils vont-tu le laisser en Europe 1 an, puis après ça, le rapatrier? Là, les Red Wings ont tout qu'un choix. Ils vont avoir une décision à prendre. Moi, ce que j'aime de Seider, c'est les coups d'épaule qu'il est capable de distribuer. C'est un gars qui est physique, évidemment. Il se sert de sa stature, 6 pieds 3. Mais c'est un joueur qui sait où ce que... Il y a déjà plusieurs, dont Grant McCagg avec recrute.ca qui dit, c'est pas gêné pour dire, moi, je le vois top 10. OK? J'ai lu son guide, puis ça se défend. Mais Moritz Seider, où ce qui a cimenté probablement le choix des Red Wings, c'est au championnat du monde aussi. Parce qu'avant de se blesser, il a été dominant avec les Allemands. Là, tu dis, OK, dominant, allemand, ça ne fait pas ensemble. C'est vrai, mais il a été dominant. Exact, puis tu sais, oui, il y a un potentiel offensif, mais moi, je pense plus que c'est un gars qui va être axé sur la défensive, pourrait jouer au sein d'un top 4 dans la Ligue nationale de hockey que les Red Wings, mais c'est un gars qui n'a pas peur de bloquer les lancers, puis comme je te le mentionnais tantôt, distribue les mises en échec, devant le filet, il aime ça faire le ménage. Tu sais, il y a ces aptitudes-là qui sont naturelles, puis il a un bon hockey sense, le gars. Il a un bon hockey sense. Fait que c'est un choix que je trouve intéressant pour les Red Wings. Mais moi, c'est comme toi, c'est ma grande surprise jusqu'à présent. Et sans aucun doute, parce que là, il y a quelque chose que tu as dit qui m'a chatouillé l'oreille, Jeff. Si ils ont pris Moritz Seider, puis il n'est pas capable de noircir la feuille de pointage au rang qui a été pris, ça va être un échec, ce choix-là. Absolument. Tu ne vas pas chercher un défenseur défensif. J'aime ton point. Rang. C'est sûr que oui, OK, tu dis, il est solide défensivement. Ça, c'est très cool. Solide. Il y a du potentiel offensif, mais tu l'as dit, tu le drafts 6e. Faut que tu développes son côté offensif. Tu n'as pas le choix, là. Tu n'as pas le choix. Moi, ça me rappelle Jared Tinordi avec le Canadien de Montréal. Il n'a pas été sélectionné au 6e rang au total. Mais je veux dire, on l'a drafté pour son côté défensif. Oui, mais ça... Son côté robuste, au détriment d'autres bons joueurs qui ont passé après lui. Au moins, Moritz Seider, comparé à Jared de Tinordi, c'est qu'il y a un coup de patin. Et ça, c'est la première affaire. Tinordi a vraiment travaillé sur son coup de patin. Il a été au-delà de ce qu'il pouvait. Mais Moritz Seider est déjà une bonne coche en avance sur le coup de patin. Et ça, il n'y a pas de doute. Mais grosse surprise des Red Wings là-dessus. C'est parce que Peyton Krebs qui est encore là. T'as Trevor Zegras qui est encore là. Cousins qui est encore là. Matthew Boldy, Cole Caulfield, Philippe Broberg, Newhook, Vassili Podkolzin, Alex Newhook. Tu as encore des joueurs qui étaient vus par plusieurs en avant. Mais tu sais, il y a une différence entre la liste que nous autres, on se fait de loin, puisque les équipes se font à l'interne aussi. Ils voient plus les joueurs que nous autres. Ils vont plus loin que nous autres dans leur analyse en général aussi, parce que ils les interviewent, ces joueurs-là. Ils les analysent encore de plus près que nous autres. T'sais. C'est parce que tu peux passer 4 heures avec un joueur. Tu peux passer 4 heures avec un joueur, puis ce joueur-là, il peut t'étonner. Tu peux être surpris par les propos qu'il va livrer, par son intelligence. Tu sais, c'est des jeunes hommes de 17, 18, 19 ans là, que tu rencontres. Là. Oui, puis c'est ça. Puis Moritz Seider, c'est sûr que ce qui s'est passé dans son cas, c'est qu'ils ont été épatés par son jeu. C'est sûr, ils n'ont pas le choix de croire en leur potentiel offensif. En son potentiel offensif, parce que sinon, parce qu'on le voyait 15, 16, 17e. À partir du 12e, là, ça se voyait. Parce que même, moi, il est 12e sur ma liste, personnelle. Moi, je pensais que le Canadien allait le prendre au 15e rang.
Ben, j'aurais pas été surpris. Je le voyais drafté par le Canadien de Montréal, parce que je me disais, tu sais, ils sont allés en Allemagne, Bergevin est allé pour le travail, est-ce qu'il y a eu un combine là-bas? On ne sait pas tout ce qui s'est passé, mais moi, je pense qu'il a rencontré Sider. Je peux pas croire qu'il est allé en Allemagne sans rencontrer le jeune homme, sans rencontrer sa famille. Donc, on était très intéressés, puis on se dit au 15e rang, peut-être qu'il va être là. Peut-être. Tu sais, il y a de quoi qui se fait là. Je regarde les choix, Chris. Là, c'est autour des Sabres de Buffalo. Les 5 derniers choix de premier tour des Sabres de Buffalo, Rasmus Dahlin, Casey Middlestat, Alex Nylander, qui se développe pas comme prévu, Jack Eichel, Sam Reinhart. Pas mauvais, mais encore là. C'est les seuls dans l'équipe. Oui, exact. Puis encore là, il y a une culture qui est imprégnée dans ce vestiaire-là, qu'il faut qu'on nettoie ça au Javex, mon ami, parce que Ryan O'Reilly ne voulait plus jouer là. C'est un gars de 28 ans qui parlait de prendre sa retraite parce qu'il dit « J'ai plus la flamme à jouer ici ». C'est quand même incroyable. Oh, alors, Dylan Cousins. J'avais donné Dylan Cousins dans mon mock draft, donc au Sabres de Buffalo. Chris, ça, j'avoue, je suis assez fier parce que rendu là, c'était pas mal maudit. D'ailleurs, la preuve, Moritz Seider. Dylan Cousins, je le répète, c'est pas mon préféré. Ça veut pas dire qu'il va rien faire. C'est juste que moi, en bâtissant mon équipe, c'est un joueur que je peux passer par-dessus facilement. Mais il y a des outils. C'est juste que son sens du hockey ne m'épate pas. Moi, non, son sens du hockey ne m'épate pas non plus, mais moi, il y a un mentor qui m'a déjà dit « Hey, Drew, il score des goals. » Puis je parle pas de lui, mais je parle d'un joueur. Tu sais, tu scores des goals. C'est une facette qui est importante aussi. Bon. Mais ça revient à une autre affaire, un très bon point que tu dis. OK? Puis qui revient à ce que tu disais avant que le choix se fasse. OK? Il faut entourer ce joueur-là. Il faut bien miser sur son développement et ne pas brûler d'étapes. Parce que Dylan Cousins, c'est ça qu'il va falloir faire. Il va falloir y aller avec attention. Il va falloir être prudent. Il va falloir arriver puis dire, regarde, on t'envoie dans la Ligue américaine parce que on veut que tu commences l'année là quand il va être prêt. Avec Dylan Cousins, il y a les outils. Ben, il y a un coup de patin qui est incroyable. Puis, tant que tu le développes. Puis, point de vue talent brut, Chris, il est pas si. Il y en a qui disent qu'il n'est pas tellement loin derrière Jack Hughes. Point de vue talent brut, là. Ça, j'ai de la misère les avec aptitudes. Ça. Ouais, les aptitudes, peut-être, mais. J'ai lu quelques petits trucs à cet effet-là, puis ça me fait sourciller un peu parce que, OK, il est bon, mais Jack Hughes, pour moi, c'est dans une classe à part. Ben, non, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est parce que rendu là, c'est lui, il n'est pas loin de Jack Hughes, là. Il y en a qui sont pas loin, encore moins loin de lui. Quand je parle au niveau des centres ça. Disponibles pour la QV 2019, il y en a qui disaient que c'est le deuxième meilleur centre derrière Jack Hughes. Ses aptitudes offensives sont incroyables, mais garde, je veux me garder une petite gêne. On verra. Tu sais, est-ce que c'est le joueur que les Sabres de Buffalo voulaient? Ben, probablement, parce que, tu sais, il y a quand même le gabarit aussi. Il y a, tu sais, tout ce qu'il y a dans le coffre à outils, c'est quand même bien, mais tu sais, c'est comme moi, là. Donne-moi une scie à chaîne, là. Je ne me suis jamais servi de ça. T'sais. Fait que ça se peut que je sois maladroit avec ça au début. Tu vois un peu ma comparaison? C'est ce feeling-là qui me laisse. Fait que c'est pour ça que je dis, s'ils prennent le temps de bien le développer, de bien l'entourer, le suivre comme il faut, oui, il peut faire de quoi, je le reconnais, mais il ne m'allume pas, c'est tout. Non, mais je te comprends, Chris, là, on a des goûts, puis tout ça, on évalue des joueurs, mais moi c'est surtout ce que je retiens négativement de son côté, aussi bon soit-il. Aussi bon. J'ai aimé ta comparaison avec Alex Galchenyuk au niveau du hockey sense. Je dis pas que c'est comme Nail Yakupov, mais il y a un manque. Ça, je n'irais pas jusqu'à dire ça, par exemple, ça serait malhonnête de ma part. Un hockey sense, je pense pas que ça se développe. Ça tu as ça inné, cette intelligence-là. Fait que c'est là qu'il faut que tu le mettes avec les bons joueurs dans le bon rôle pour qu'ils puissent produire. Tu sais, c'est aussi simple que ça, là. Là, on arrive aux Oilers d'Edmonton au retour de la pause. Je suis excité de voir les Oilers parce que justement, je te le disais tantôt, Ken Holland, qui est à la barre, qui tient les guides de directeur général de cette équipe-là. Ben, c'est ça. Tu n'as pas le choix d'y aller avec un défenseur. Ben, les rapports, les échos qui disent beaucoup que Philip Broberg, les Oilers le veulent. Je te leur dis, là, je l'aime, lui. Oui, c'est ça. Sauf que là, tu as Trevor Zegras, que tu t'attends peut-être pas à ce qu'il soit là. Tu as Cole Caulfield, qui est tout qu'un buteur, puis tu te dis, ça va être quoi ce joueur-là avec Connor McDavid? T'sais? Moi, mon choix personnel, avoir le choix là, à être les Oilers tout de suite là, je prends Cole Caulfield. Sauf que j'ai un feeling qu'ils vont y aller pareil pour Broberg.
Tu prends Cole Caulfield parce que je pense que rendu ici, Cole Caulfield est l'attaquant le plus dynamique et qui est un marqueur né, qui compétitionne. Peut-être que ça hargne, tu sais, ça hargne au sein de ce vestiaire-là. Ça peut aider des gars comme McDavid, Draisaitl à guider l'équipe vers l'avenir. Là. Regarde, Jeff, dans ma liste personnelle à moi, là, Cole Caulfield, il est 5e. OK? Trevor Zegras, il est 7e. Fait que, tu sais, il y a une petite marge, elle est mince, mais tu sais, là, on voit, ils ont choisi? Non, ils se lèvent. OK, excuse-moi. Se lève. C'est toi qui l'as devant toi. Moi, je vois super bien. Puis là, on a le propriétaire de l'équipe qui a une maladie de peau qui est présent sur place. Je suis content de le voir là. Ça veut dire que sa santé va quand même bien. Oui. Wayne Gretzky qui est là, évidemment. Et Ken Holland. J'ai hâte de voir le choix de cette équipe-là. On dirait que écoute, j'attends le choix des Oilers parce que je veux voir la tournure que cette équipe-là va prendre avec un nouveau capitaine. Je parle pas de sur la glace, là, je parle de Ken Holland. Oui, c'est ça. Mais écoute, moi, si je suis ma liste personnelle, je suis rendu à Cole Caulfield. Mais si je suis mon mock draft, j'ai dit Philippe Broberg. Fait que je veux dire, mais je maintiens Broberg parce que c'est quand même un joueur qui cadrerait bien dans l'équipe, qui a des outils intéressants à développer. C'est le fun de le voir patiner. Là. Tu vois un gros train là, qui est déjà à pleine vitesse. Là. En défensive, ça peut faire peur. Là, ouais. Fait que pour ça, je trouve que le mariage y est bon. Oh! Et Philippe Broberg s'en va à Edmonton. Moi, je te l'ai mentionné, Broberg. Je sais pas si j'ai tombé sur 2 vidéos de Broberg en faisant mes analyses de joueurs pendant l'année, Chris. Puis il est intéressant. Il est très intéressant. Très il a intéressant. Du potentiel. Il a la shape. Encore là, c'est un gars de 6 pieds 3. Donc, il a la shape. Puis je pense que c'était un besoin nécessaire. Tu vois, moi, je pense que là, on a drafté avec le besoin et non pas le meilleur joueur disponible. Tout à fait. Parce que moi, tu sais, tantôt, tu te souviens, je te disais, Broberg, je trouve que c'est un peu tôt au 8e rang, mais ça fait du sens pareil. Ben, c'est très tôt parce que, tu sais, dans la vraie vie, moi, je pense que c'est un choix entre 25 et 30. Je pense. Moi, tu vois, je le voyais plus autour de. Tu sais, regarde dans ma liste personnelle, là, Philippe Broberg, là, je vais juste essayer de le relire comme du monde, là, parce qu'il est 15e. Check. C'est cette vidéo-là, justement, que j'ai vue. Son coup de patin, il est incroyable. Il est très en haut de la moyenne. Là. Il est vraiment bon, son coup de patin. Fait que ça le rend vraiment le fun à voir jouer. J'espère qu'encore là, il va être bien accompagné. Mais tu vois, là, à Edmonton, la défensive, tout d'un coup, elle s'en vient pas si pire à moyen terme. Parce que tu as Oscar Clefbaum qui n'est pas si mauvais, mais qui les blessures lui ont nuit. Tu as Darnell Nurse qui est fiable. Là, après ça, tu as Evan Bouchard. C'est pas un de mes favoris, mais il a du talent. T'sais. Puis là, tu rajoutes Philippe Broberg là-dedans. Tu commences à avoir de quoi en défensive là-bas. Là. Exact, un potentiel. Puis Broberg, pour poursuivre sur son style de jeu, il se sert très bien de son physique et de sa longue portée et de son coup de patin. Fait que tu sais, quand tu regardes, quand tu observes ce joueur-là, Chris, tu te dis, je peux prendre un guess. Je peux prendre un guess parce qu'il y a de la vitesse. Tu sais, quand tu as de la vitesse, tu es déjà un pas en avant. Oui, tout à fait. Je suis vraiment d'accord. Ça, là-dessus, là, c'est vraiment un choix qui va bien cadrer avec les Oilers. Puis, encore une fois, c'est un joueur qu'on a vu au tournoi Linka Gretzky. Il était incroyable. C'est incroyable. C'est là qu'il a émergé. C'est ça. C'est là que certaines personnes, certains membres d'exécutifs de la Ligue nationale de hockey se sont ouverts les yeux. OK, on envoie des scouts, je veux qu'on l'observe bien comme il faut. Puis il y a beaucoup d'équipes qui ont passé du temps près de lui à l'observer. Évidemment, c'est un choix de premier tour. Là. Parce que c'est un autre joueur qui a joué avec des hommes. Puis, avec le temps de jeu qu'il avait, il a bien fait aussi. Là, il a passé un peu de temps sur CQ Junior en Suède de mémoire, mais c'est un joueur qui a joué avec des hommes. Dans les faits, peut-être que les Oilers vont le faire traverser l'océan traite là, puis arriver, puis dire ben, regarde, on développe maintenant. Là, on y va avec ça. Mais ils ont essayé de faire ça avec Jesse Puljujärvi. Ça n'a pas fonctionné. Mais c'était pas la même administration. Exact. Est-ce que Ken Holland va faire comme il faisait à Détroit? Est-ce qu'on va y aller avec le développement de joueurs puis l'amener dans le grand circuit quand il y aura 22, 23 ans, lui faire passer 3 ans dans la Ligue américaine? Est-ce qu'on va travailler de cette façon-là? Je ne penserais pas parce que la Ligue nationale, c'est une ligue qui rajeunit et qui va prendre le temps de le développer. Ils ne vont pas rusher maintenant à Edmonton. Je ne pense pas qu'ils vont rusher l'entrée dans la Ligue nationale de ces joueurs-là. Mais il ne va pas passer 3-4 ans dans la Ligue américaine. Parce que la Ligue évolue, hein? C'est des jeunes. On voit beaucoup de jeunes dominés. Fait que je pense que Ken Holland a certainement
changer cette mentalité-là. Tu n'as pas le choix. Il n'y a pas le choix. Là. S'il fait ça, ça se peut qu'il manque le train un peu. Mais tant qu'il n'y a plus des propriétaires pour faire ça, il n'y a pas de problème. Parce que ça tient à ça. Là, les Ducks d'Anaheim vont repêcher. Ben, moi. Écoute, dans ma liste personnelle, je suis encore rendu à Cole Caulfield. Ben là, je pense que c'est lui. Je pense que c'est Caulfield. Là. Dans mon mock draft, moi, celui que j'ai prévu pour les Ducks d'Anaheim, c'est Matthew Boldy, un autre coéquipier de Zegras, Turcotte, Hughes et compagnie. Boldy, c'est le fun parce que c'en est un autre qui a beaucoup de caractère. C'est un joueur qui apprend de ses erreurs, qui s'améliore constamment. Au début de l'année, c'était un gars qui était vu comme un joueur ordinaire en défensive. Pas pourri, ordinaire. À la fin de l'année, son coach l'a envoyé en désavantage numérique. Fait que c'est un joueur qui fit avec la culture des Ducks d'Anaheim. Ça, ce côté-là, Chris, ça s'améliore. Toujours. Ben, la preuve, Matthew Boldy l'a démontré. Il n'accepte pas ses failles, ce gars-là. C'est ça qui C'est ce que j'aime, c'est ces gars-là qui arrivent à l'aréna les premiers, qui donnent l'exemple, qui veulent s'améliorer dans toutes les facettes de leur jeu. Ça, c'est attirant. C'est attirant pour une organisation, pour un coach. Un coach, t'aimes ça, coacher des styles de joueurs qui sont comme ça. Puis, ça démontre l'exemple. Ben, exactement. Fait que Matthew Boldy, pour moi, cadre parfaitement avec ce que les Ducks sont. Ils peuvent rajeunir en maintenant leur culture aussi, parce que ça a fonctionné longtemps. Sinon, je suis rendu à Cole Caulfield, pareil, dans ma liste personnelle. Mais on se rappelle, il y a encore Trevor Zegras qui est là. Il y a Peyton Krebs qui irait bien avec les Ducks d'Anaheim aussi. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'on doute un peu. J'ai ce feeling-là. Là. Ben, si par hasard, il se rend au Canadien, j'espère qu'ils vont être le choix. Mais regarde, on verra. Trevor Zegras s'en va finalement avec Anaheim. Donc, c'est le choix logique. Tu vois, là, c'était le meilleur disponible après Caulfield sur ma liste personnelle. Zegras, c'est un fabricant de jeu. C'est un joueur qui va être là. Il va pouvoir alimenter Rickard Rakell. Il va pouvoir avoir un Jacob Silfverberg de l'autre bord pour pouvoir compléter. Et c'est un gars qui est bon nord et sud dans les deux côtés de la patinoire. Ça, j'aime ça. C'est un joueur qui est versatile. Ça, c'est un anglicisme. Là. Oui. C'est quoi donc le mot? Polyvalent. Merci beaucoup. Polyvalent. J'aime ça. Il peut jouer au centre, il peut jouer à l'aile. Oui. Ça, c'est toujours intéressant. Mais j'étais certain qu'il allait prendre Caulfield, Chris. Ben, écoute, Cole Caulfield, c'est le meilleur buteur. Et de loin, là, à cause de sa façon de le faire. On en a parlé tout à l'heure. Fait que moi, j'ai été convaincu qu'il irait vers Cole Caulfield. Mais tu sais, non, je n'étais pas convaincu, je disais Boldy, mais c'est mon meilleur qui est encore là. Ouais. Boldy, ben, ça va être intéressant à voir où il va se retrouver. Puis, parce que c'est un joueur qui va changer l'équipe comme Trevor Zegras va bien cadrer avec les Ducks pour le talent qu'il a. Sa seule petite lacune, je trouve qu'il est frais. Mais regarde, tu sais, tu as 17 ans, tu as 18, il faut que tu prennes la masse musculaire, un peu comme Jesperi Kotkaniemi. C'était ça qu'on lui, pas qu'on reprochait, mais qu'on disait, il faut qu'il améliore cette facette-là. Mais c'est normal, tu es un jeune homme tout juste de 18 ans. Là. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, Trevor Zegras s'en va pas dans la Ligue nationale tout de suite. Il s'en va jouer dans la NCAA. Il va pouvoir se développer. Il va pouvoir montrer que c'était pas un joueur qui était tributaire des autres. Il ne produisait pas à cause des autres. Il faisait produire les autres. C'est ça. Là. Fait que, il y a ça. Puis dans le niveau universitaire, il va pouvoir se renforcer physiquement aussi. Moi, je pense qu'il va passer 2 ans dans le niveau universitaire avant d'aller dans la Ligue nationale. Ça va dépendre s'il se développe beaucoup plus vite que prévu. C'est sûr qu'on ne sait jamais. Mais on peut prévoir 2 ans dans la NCAA. Dans son cas, ça ne serait pas une erreur. Moi, j'ai aimé ses performances au moins de 18 ans. Oui. Il n'a pas scoré de but, mais il a alimenté ses coéquipiers. Il a fait que ça. Mais c'est ça, c'est un fabricant de jeu. C'est ça qui est le fun, tu sais. Il ne tire pas assez vers le filet. Il y a trop de mentalité de passeur. Puis ça, il faut faire attention justement avec ces passeurs-là, parce que les passeurs, à un moment donné, tu cherches tout le temps la meilleure option disponible autour de toi, mais lance au net, lance au filet. Il faut qu'ils apprennent ça. On a vu Max Domi souvent, surtout en début de saison l'an passé avec le Canadien de Montréal. Lance au net, Max. Lance au net. Kotkaniemi, Joël Armia, il disait en finlandais, tire. Oui, exactement. Il y a un bon tir. Utilise-le. Ben oui, c'est ça. Utilise-le. Et ça vient avec l'âge, puis ça vient avec la maturité, puis l'accompagnement des joueurs. Puis Anaheim, tu sais, ça n'a pas l'air, là, mais la reconstruction ne sera pas très longue, là. Parce que dans le pipeline,
Tu as un Sam Steele qui a beaucoup de talent. Tu as Max Comtois qui est là. Tu viens de rajouter Trevor Zegras. Il y a quelque chose à faire avec ça. Ricard Reichel a quand même bien produit avec l'équipe malgré une saison de misère. J'aime beaucoup son développement, Reichel. Puis cette équipe-là, on le sait, Getzlaf, 34 ans. Puis il est encore très, très, très sans coche. Kessler, fini. Malheureusement pour lui. Perry, plus là. Fait que cette équipe-là, à un moment donné, on embauche un nouveau coach. Non, on embauche Dallas Eakins. Ça démontre qu'on s'en va tranquillement vers la jeunesse, vers une reconstruction. Parce que souvent, on espérait, hein, il nous manque pas grand-chose. Puis là, on a Getzlaf, puis là, on a Perry, puis Kessler. Mais là... Tu voyais au début de l'année, je te disais, d'après moi, le premier coach qui se fait mettre à la porte, c'est Randy Carlyle. Il n'a pas été le premier, mais il s'est fait mettre à la porte pareil. Parce que ça, son deuxième séjour avec les Ducks d'Anaheim. Là, je ne sais pas s'il va faire un deuxième séjour avec les Maple Leafs, mais ça m'étonnerait. Je ne penserais pas. Hey, Jeff, on rappelle-tu le concours avant de continuer notre discussion? On va rappeler le concours, évidemment. N'oubliez pas, si vous voulez gagner un baseball tee, un t-shirt baseball tee, le manche 3/4, dans le carnet, il faut vous prédiser le choix du Canadien Montréal au 15e rang. Faites-le tout de suite, parce que si vous le faites après, ça ne compte pas. Mettez ça dans la section commentaires, s'il te plaît. J'ai hâte de voir, parce qu'en ce moment, Chris, on ne voit pas sur Facebook. On est concentré à jacasser. J'espère qu'il y a plusieurs personnes qui ont voté. Je suis sûr que oui. Qui ont prédit. Les Canucks de Vancouver, l'équipe locale, ils n'ont pas de talent local à choisir en tant que tel, parce que c'est celui qui aurait pu prendre, qu'ils ont vu jouer, c'est Bowen Byram. Ouais. Il n'est plus là. Dans mon mock draft, là, je suis rendu à Cole Caulfield. Encore? Non, mais là, dans mon mock draft, pas juste dans ma liste personnelle. Okay. Moi, j'ai mis Cole Caulfield aux Canucks de Vancouver. Oui, OK. Mais je ne serais pas surpris qu'il aille vers Matthew Boldy. Mais il faut que je reste fidèle à ce que j'ai prédit. Puis encore une fois, là, je regarde les choix de premier tour qu'on nous montre à TVA Sport. Quinn Hughes, Elias Peterson, Holly Juolevi, Brooke Boozer, Jake Virtanen. C'est quand même des bons joueurs en général. Il y en a certains qui ne se sont pas développés à la vitesse qu'on aurait voulu, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas être bons, qu'ils ne vont pas contribuer à l'équipe. Il y a ça qu'il faut considérer. L'erreur qui a fait mal au repêchage aux Canucks, là, dans les choix que tu as dit, c'est Holly Juolevi. Parce que tout de suite après, il y a un certain Matthew Tkachuk qui a été repêché. Fait 3 ans qu'il a un impact, lui, dans la Ligue nationale. Exactement. Puis lui, on attend toujours l'impact du Finlandais. Ah oui, écoute, là, c'est fou, là. Pour les Canucks, ça les fait mal paraître là-dessus parce qu'après Matthew Tkachuk, c'est Clayton Keller qui a été pris, qui a un impact avec les Coyotes de l'Arizona. Vassily Podkolzin, le joueur russe, qui a descendu dans beaucoup de prédictions repêchage en deuxième moitié de saison. C'est un gars qui va jouer dans KHL l'an prochain. Dans 2 ans encore. Dans 2 ans encore, exactement. Fait que c'est ça qui fait qu'il est sélectionné aussi loin parce que point de vue talent, moi je le voyais top 3. Là. Non, mais regarde, ça là, c'est le plus gros compétiteur du repêchage. Il est clutch. Sais-tu comment tu me parles quand tu parles de niveau de compétition? Oui, c'est ça. Je pensais pas t'exciter de même, mais c'est correct. Non, mais ça m'excite. Ça m'excite beaucoup, beaucoup. La seule crainte avec Podkolzin, OK, c'est un excellent attaquant de puissance. Il est clutch. Au tournoi Linska-Gretzky que tu as parlé tantôt, il a été phénoménal l'année passée. C'est vraiment un bon joueur. Il a été vu top 3 pendant toute la saison. Quand les équipes ont su qu'il serait en KHL pour encore 2 ans, on l'a vu descendre tranquillement. Ouais. Mais il y a aussi la crainte avec son coup de patin. Parce que son coup de patin, il est un peu bizarre. C'est un patineur qui est ordinaire. OK? Il faut le dire. Ce qui est le fun avec Podkolzin, c'est que c'est un joueur qui est robuste. Il joue sur la ligne. Puis il n'est pas indiscipliné. Il est très discipliné. Puis ça, c'est l'intelligence à un moment donné d'un joueur. Tout à fait. Les mises en échec sont données au bon moment, sont données de la bonne façon. Puis, encore une fois, compétiteur. Moi, tu le sais comment j'aime ça, Chris. Puis tu as parlé du tournoi à Linka Gretzky. Il a scoré, là. 8 goals, 10 goals. Là. Il a scoré des goals à profusion. Là. Il a été excellent durant ce tournoi-là. C'était le fun de le voir aller. Puis quand on l'a vu, tout le monde disait « Wow, c'est le 3e meilleur disponible. » C'est vraiment... C'est le 3e meilleur de cet encamp-là. Il faut expliquer, comme on le dit depuis tantôt, c'est qu'il va jouer 2 ans dans les professionnels en Russie. Oui, c'est sûr que ça descend là, à ce moment-là. Sauf que je considère qu'il y a des joueurs qui sont très bons aussi, que j'ai mis... Moi, il était 10e sur ma liste. Fait que tu vois, il est sorti où ce que je le vois personnellement. C'est vraiment son coup de patin qui peut inquiéter là-dessus parce que
C'est sa faiblesse. C'est sa faiblesse. Mais il est tellement intelligent qu'il peut compenser ça quand même. Je ne suis pas inquiet, là. J'aime Paul Colson. Je le prends dans mon équipe n'importe quand parce que tu gagnes avec des joueurs comme ça. Tu gagnes avec des compétiteurs comme ça, je te l'accorde. On le dit depuis le début du show. Chris, on arrive aux Flyers de Philadelphie. Ensuite, le Wild, les Panthers, les Coyotes et les Canadiens de Montréal. On se rapproche. Ben là, le Canadien il s'approche du moment que, au rythme que ça va, il devrait peut-être drafter un attaquant parce qu'il va avoir des attaquants incontournables qui ne pensaient peut-être pas à pouvoir mettre la main dessus. Là, c'est ça. Là, on a les Flyers dans mon mock draft. Okay? Bon, c'est Victor Soderstrom, le défenseur droitier suédois. Un défenseur très fiable. Très, très fiable. Prise de décision presque sans faille défensivement. Il est excellent pour sortir la puck de la zone. Il voit le jeu. Il va tout le temps arrêter le pattern. Il anticipe bien. Son problème, c'est que ce n'est pas un défenseur très offensif. Ça se peut qu'il soit, mais ça ne sera pas un défenseur de plus que 20-25 points dans la Ligue nationale, probablement. À moins qu'il se développe de ce côté-là. Est-ce qu'on va réellement opter pour un défenseur? Je me pose la question. C'est sûr que les Flyers, si tu as un besoin à combler, si tu y vas avec le besoin, tu vas y aller pour l'attaquant. Mais moi, j'irais pour ça parce que là, on a Philippe Myers qui se développe au sein de cette équipe-là. On a une jeune défensive. Là, on parle de trader, de transiger le Ghost. Ça va peut-être se faire parce qu'on est allé chercher non, je ne veux pas revenir là-dessus. Là. On est allé chercher un bon défenseur droitier. C'est drôle, Chris, je ne me souviens plus de son nom. Matt Niskanen. Ah, regardons ça. C'est un bon défenseur. D'un autre côté, c'est un défenseur droitier. Soderstrom est droitier. Tu peux te dire, on prend Niskanen, au pire, on leur signe 1 an ou 2 de plus, puis quand Soderstrom est prêt, on l'amène pour jouer avec nous autres. Mais Soderstrom, c'est le genre de joueur qui pourrait très bien cadrer avec les Flyers de Philadelphie, à moins qu'ils transigent leur choix, parce que Chuck Fletcher l'a mis sur la table pour l'échanger. C'est la première fois que je voyais dans le trade tracker de TSN un incroyable, mais je ne comprends pas pourquoi qu'on veut trader le Ghost. Parce que... C'est quoi qu'il a fait de pas correct? Ça, là, c'est le genre d'histoire qu'on va savoir dans 3-4 ans. Tu sais, je peux croire, je le sais qu'il est erratique défensivement, tout ça, mais là, avec un joueur qui le compense, Erik Karlsson, Marc Method, Erik Karlsson a explosé le jour. C'était un beau duo parfait parce que Karlsson pouvait se concentrer sur l'offensive. Tu avais le gros Method en arrière. C'est la même affaire que le Ghost. Ben oui, ça exactement. lui prend un Shea Weber. Exact. Fait que c'est sûr que si les Flyers vont pour l'attaquant, il y a encore des très bons attaquants. Caulfield, Matthew Boldy, c'en est un autre dans le style de jeu qui cadrerait bien avec les Flyers de Philadelphie. Donc, si les Flyers, ils vont pour un défenseur... Si on parle de style de jeu des Flyers, c'est que moi, je trouve que cette équipe-là se cherche une identité. Oh, Gary Bettman est sur l'estrade, il y a un échange à annoncer. Le trade to announce... Là, si j'ai bien compris, les Flyers ont cédé leur choix aux Coyotes de l'Arizona contre le 14e. Donc, les Coyotes de l'Arizona, on n'a pas tous les éléments. Donc, le 11e choix des Flyers passe aux Coyotes contre le 14e et le 45e. Donc, on a un joueur qui devrait être là à la 14e position pour les Flyers. Là, c'est notre jeune homme, le jeune directeur général de 26-27 ans qui s'en va sur la tribune. Cole Caulfield. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Il a fait le choix pour Cole Caulfield. Quoique, je ne serais pas surpris que les Coyotes soient en amour avec l'attaquant Peyton Krebs, qui a un style qui pourrait les compléter question de besoin dans l'alignement. On est au 11e rang. On est au 11e rang, Chris. C'est le temps. Il n'est pas sorti encore. Il n'est pas sorti encore. Fait que, ça n'est un. C'est des joueurs. On est dans le bout, là. Au 11e rang, tu te souviens, on a parlé de 3 à 12. Là, on est dans le bout qui vient très difficile à prédire. York, tu sais, tu as plusieurs joueurs qui sont là. Boldy. Écoute, là, il y a une couple de joueurs là-dedans qui valent la peine. Alex Newhook, c'est un joueur qui a joué dans BCHL. Il est incroyable offensivement. Il est sous-estimé parce qu'il a joué dans BCHL, qui est une coche en dessous de la WHL pour plusieurs. C'est correct. Mais il est là. Kel McCarr, en passant, son année de repêchage. BCHL. Puis il est où en ce moment? Jamie Benn, BCHL. Il est où en ce moment? C'est ça. Je veux dire, à un moment donné, il faut faire attention avec notre jugement, notre perception. C'est ça. Puis les équipes
semblent considérer ça de plus en plus, dire OK, ouais, ça là, on peut transposer ça, on peut transposer ça dans la Ligue nationale. Fait que si les Coyotes ont transigé pour avancer, c'est parce qu'il y a un joueur qui sont en amour avec lui. Et je ne serais pas surpris que ça soit Cole Caulfield. Moi, c'est Krebs ou Caulfield. C'est mes deux cas. Là. Rendu à ce niveau-là, tu te dis, hey, garde, fuck les besoins, on repêche le meilleur, on est chanceux, il nous reste ça puis ça. C'est ça, exactement. Puis ça a été quoi la principale lacune des Coyotes la saison dernière? Même si on dit qu'on ne repêche pas selon les besoins, ça a été quoi? Remplir le filet adverse. En plein ça. On a besoin de marqueurs. Tout à fait. On a besoin du meilleur joueur disponible. Moi, je pense que Soderstrom, c'est peut-être le choix des Flyers. On sait qu'on va l'avoir 14e rang. On a bougé, on a cherché un choix de 2. C'est peut-être comme ça qu'on l'a vu. Là. Ben, tout à fait. Puis peut-être qu'ils vont se servir du choix de 2 pour transiger à nouveau aussi. Exact. Parce que Chuck Fletcher, là... Lui, il est très actif. Il a promis beaucoup de cadeaux à son chum Vigneault à battre. Kevin Hayes, OK, on oublie la grosseur de son contrat monstrueux qui a décroché. Horrible. Mais ça reste que c'est un gars de 50-55 points qui va t'apporter il va t'apporter des choses qui sont intéressantes. C'est juste que là, on va juste parler de son 5 millions par saison. C'est un peu plat. Mais son agent a fait la job. Bravo à toi, Kevin Hayes. C'était le bon agent pour te représenter. On a amené également Matt Niskanen en provenance des Capitals contre Radko Gudas, l'homme de Cro-Magnon numéro 1. Je trouve ça cute. Il y a un petit bébé sur la tribune. C'est très, très cute. J'ai hâte de voir le joueur qu'on va sélectionner. Je vous rappelle qu'on est avec vous jusqu'au 15e rang à la suite du choix du Canadien de Montréal. Le live sera terminé. Oui. Mais on va avoir été avec vous pendant un bon moment. On a beaucoup de plaisir, mon Doberg. Pour vrai, là, je pense qu'on est vraiment en business. On a du fun, là. Puis on va en faire d'autres beaux lives du genre, là. Là, on entend les Coyotes de l'Arizona qui vont faire leur choix. J'ai hâte d'entendre ça. J'ai une nervosité parce qu'il reste 2 bons joueurs. Ben, plusieurs bons joueurs, mais 2 que je vois là. Et le joueur est Victor Soderstrom. Les Coyotes sont le choix que je croyais qu'il serait pour les Flyers. Sincèrement, c'est une deuxième surprise. Parce que moi, je me dis, OK, Soderstrom va glisser. Bon, ben, sais-tu quoi? Ça veut dire que les Coyotes ont repêché en fonction de la projection future de leurs besoins futurs, pas présentement. Ça veut dire que des gars comme Krebs puis Caulfield continuent de descendre. Puis moi, là, mais que ça arrive aux Capitals de Washington, c'est au 25e rang, moi, j'espère que Caulfield va être là. Non, ça, là, t'oublies ça, là. Non, mais Chris, tant qu'à y être, ces gars-là glissent, là. Prends une gorgée d'eau, là. OK, mais rafraîchis-toi, là. Parfait, je vais m'ouvrir une nouvelle bouteille, Chris, parce que j'ai terminé la belle bouteille bleue que tu m'as donnée. Ben oui, l'or bleu, là. Hey, écoute, ça, c'est produit à Malartic en passant. C'est la seule bouteille d'eau biodégradable en 2 ans. C'est écœurant. Réutilisable, biodégradable. C'est pour ça que je prends cette eau-là maintenant. T'sais. Ben, regarde, tu vas m'influencer, là, parce que moi c'est parce que c'est ma blonde, la rouquine, qui m'a amené l'OSK, mais elle est super bonne, l'OSK. Ben oui, c'est sûr. Fait que Victor Soderstrom, ben, quand tu y penses, la relève défensive en Arizona, ils ont besoin de greffer un joueur comme ça, quand même, OK? Parce que ça demeure un gars qui est fiable. Ça va avec leur culture aussi de refermer la défensive. Il y a une culture là-bas? Il y a une culture pareille. Quand même que tu y penses... est axé sa défensive. Tu as Oliver Ekman-Larsson qui est le général de ton équipe. Vrai. Tu refermes le jeu. Eux autres, ils ont été chercher un joueur qui adore, qui va pouvoir le faire. Est-ce que Soderstrom va produire offensivement? On n'est pas sûr de ça. Il a des habiletés, c'est un bon passeur, mais il a besoin d'améliorer son jeu à l'attaque. C'est un excellent passeur. Les sorties de zone, là, tu ne le verras jamais se faire intercepter. Jamais. Très, 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 très rarement. Là. Sa première passe est excessivement précise. Il a un bon coup de patin. Il est capable de la transporter, la rondelle aussi. Fait que pour ça, Soderstrom, oui, je suis un peu surpris qu'il s'en aille avec l'Arizona parce que j'étais sûr qu'il irait avec un attaquant. On en a parlé avant. Exact. Mais ça demeure un joueur qui va bien s'intégrer dans cette équipe-là. Il ne faut pas oublier que le capitaine des Coyotes, c'est un Suédois. Tout à fait. Fait que là, tu t'en vas chercher un jeune Suédois qui va avoir un mentor au sein de cette équipe-là. C'est pas négligeable, ça. C'est vraiment pas négligeable. Puis Ekman-Larsson, c'est un grand capitaine. Donc, moi, je comprends cette sélection-là. Ben, regarde, point de vue besoin, je comprends cette sélection-là. C'est comme si le Canadien, au 15e rang, il y a un défenseur qu'on n'a pas parlé, un défenseur gaucher. Ils vont chercher Ville Heinola, finlandais. La filière finlandaise se poursuit à Montréal. Ça fait du sens de ce côté-là. Juste que je ne considère pas que ça va être le meilleur disponible à ce moment-là, surtout de la façon que le repêchage passe comme c'est là. Parce que là,
Le 12e choix s'en vient. Il y a le Wild du Minnesota. Cole Caulfield est encore là. Peyton Krebs est encore là. Ils peuvent aller chercher Puis, Alex Newhook. Il y a Ryan Suzuki aussi qui s'en il tour reste s'en vient. beaucoup de joueurs. Cam Il reste York, beaucoup de bons Thomas joueurs Harley. disponibles. C'est un repêchage qui est très intéressant. On le mentionnait en ouverture d'émission. Oui. Mais tu sais, j'ai hâte de voir qui on va sélectionner, Chris, chez le Wild, parce que Jason Zucker qui est disponible sur le marché. Donc, je me demande, est-ce qu'on est vendeur? Est-ce qu'on est acheteur? Qu'est-ce qu'on veut faire? Je ne sais pas. On jongle du côté du Wild, là. Je ne sais pas comment ça va se conclure. Moi, je vais te dire présentement, là, quand Paul Fenton a été embauché par Craig Leopold pour prendre la chaise de DG, d'habitude, quand tu es embauché, tu vends un plan, ta vision, comment tu vas développer l'équipe. Il a vendu quoi? C'est ça. Tu sais, il a-tu vendu du vent? Il a-tu vendu une bonne salade? Je le sais pas. Parce que tu sais, son échange Rask contre Niederreiter, je la comprends pas. Je la comprends pas. Puis en plus, on a appris pendant le printemps qu'il n'avait même pas scoté Victor Rask avant de faire l'échange. Ils l'ont fait comme sur le pif. Charlie Coy. Ben oui. Qui a bien fait avec les Bruins en série. Mais Ryan Donato a bien fait avec le Wild en arrivant, par exemple. C'est correct. C'était une belle transaction assez juste, là, mais tu sais, moi, la transaction du El Nino, là, je la comprends pas. Puis tout le monde veut ce style de joueur-là au sein de son équipe. Tu sais, ça en est un attaquant puissance, de la vitesse, fort physiquement, qui peut marquer des buts. Mais la transaction que j'ai, tu sais, une autre que j'ai pas compris, aller chercher Kevin Fiala, oui, il a du potentiel. Mais pourquoi tu donnes un contributeur de 50-55 points fiable comme Michael Granlund? C'est quoi, tu sais? Puis juste, tu sais, 1 contre 1, là, tu vas pas chercher un actif de plus à travers, là, ton ancien boss, là, tu sais. Fait que ça m'a achalé. Là, on arrive au Wild du Minnesota, on sait pas trop ce qu'ils vont faire parce que le plan, il est pas clair. Ben, le plan n'est pas clair, une chose, puis on a eu 2 surprises jusqu'à présent qui font en sorte qu'on se dit, à un moment donné, Caulfield va falloir qu'il sorte, à un moment donné, Krebs va falloir qu'il sorte. À un moment donné, York va falloir qu'il sorte. Tu sais, on est là. Ben moi, je pense, je vais te le dire, autant que je suis encore à Cole Caulfield dans ma liste personnelle, je prédis, comme c'est là, je crois que ça va être Matthew Boldy qui vont aller chercher. C'est le temps qu'il sorte pour ce qu'il peut apporter, pour la façon qu'il joue, la façon qu'il s'adapte. C'est un joueur qui va bien cadrer au Minnesota. Le Wild, c'est sûr qu'ils ont un peu de besoin d'aide en défensive, mais c'est le pipeline à l'attaque qui a besoin d'être regarni au Minnesota. Boldy a une vision de jeu incroyable. Il a une belle vision de jeu, là, mais c'est son ardeur au travail là, qui va faire de lui un joueur intéressant pour le Minnesota. Il y a plusieurs personnes qui le voyaient dans le top 10 du repêchage 2019. On est rendu au numéro 12, donc c'est un choix qui serait très logique pour le Wild du Minnesota. Mais encore là, on peut être surpris. On est rendu au rang qu'on va être surpris de toute façon parce que il y a ça de différence. Là. Ah, c'est ça, exact. Moi, j'ai hâte qu'on arrive au numéro 15, Chris, parce que... J'ai hâte de voir aussi les prédictions des gens aussi. Parce que là, ça parle beaucoup du Canadien qui aime Cam York. Mais on s'est entendu que si Caulfield est là au 15e, tu ne peux pas passer à côté. Matthew Boldy. Tu l'avais callé. Boldy, vision de jeu incroyable, un ailier gauche de 6 pieds 2. C'est un bon choix. C'est un excellent choix. Très bon choix. Ben, parce que, je reviens là-dessus, un gars qui ne va pas accepter ses faiblesses, c'est un gars qui veut faire la différence pour son équipe. Il va picosser sur ses défauts jusqu'à temps qu'il soit... Je le répète, un fabricant de jeu, une vision de jeu incroyable, au-delà de la moyenne. Ah, oui. C'est très intéressant pour le Wild du Minnesota. C'est un bon choix. Ça, on est rendu là, les Boldy, comme je te dis, les Caulfield, c'est là que ça sort. Il faut que ça sorte. Tu ne peux pas attendre au 25-26. Ben non, tout à fait. Là, fait que, écoute, tout ce qui reste à voir maintenant, c'est, dans le cas du Wild, c'est quoi le plan? Pourquoi tu veux échanger tant Jason Zucker? Pourquoi? Parce que là, tu sais, c'est une question. T'as Mikko Koivu qui vieillit. T'as Eric Stahl qui vieillit. T'as Zach Parisé qui vieillit, il est fragile, il a le dos fragile. T'as Ryan Suter qui a manqué du temps de jeu cette année. C'est une équipe qui n'est pas jeune. C'est une équipe qui avait une fenêtre ouverte puis qui essayait, que ça ne fonctionnait pas. Et qui a bâti l'équipe du Wild actuellement? C'est le gars qui est avec les Flyers de Philadelphie, Chuck Fletcher. Exactement. Fait que
sais, là, c'est Paul Fenton qui ramasse un peu le trouble là, Ben, là-dedans. tu ramasses un peu le caca qui est resté lors du départ de Chuck Fletcher parce que Fletcher, il a une mentalité de gagner maintenant. On le voit avec les Flyers. Ah, crème, On oui. le voit. Ah, oui. Alain, je t'embauche, je te le promets, je te fais 2-3 cadeaux, mon chum. Embauche qui tu veux! Parfait, Michel Therrien, Mike Yeo. Ben, parfait, Yeo, je l'aime bien, je l'ai eu avec Minnesota. Ah oui, puis on le disait, c'est petit, hein, le monde du hockey. Yeo, c'est le grand chum de Michel Therrien parce qu'il a été adjoint à Therrien à Pittsburgh. Ouais. C'est vraiment, encore là, cercle fermé, comme on disait, on embauche les chums d'eux. On le voit encore. Mais si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben ça va mal paraître. C'est tout. Le choix des Flyers s'en vient parce qu'ils ont échangé. 14e choix, celui des Coyotes de l'Arizona. Est-ce que Caulfield pourrait sortir là? Parce que c'est un joueur, moi je trouve, par son niveau de compétition, il cadre parfaitement avec les Flyers de Philadelphie. Il n'est pas physique, mais il compétitionne. Ben oui, exactement. Moi, je pensais que Moritz Seider serait le choix des Panthers. C'est le 13e choix qui s'en vient avec eux. Sauf que là, Seider n'est plus là. Cole Caulfield, c'est le genre de gars qui pourrait jouer parfaitement avec un Panarin éventuellement si tu l'attires dans ton équipe. Mettons par exemple, là, c'est un ailier. Au centre, ils sont déjà très profonds. Hein, quand même, là, les Panthers, tu as Henrik Borgstrom, tu as Vincent Trocheck, puis tu as Alexander Barkov. Fait que pour ça, Peyton Krebs, à moins que tu aies le plan de le déplacer à l'aise, ce qui serait con, tu ne vas pas nécessairement aller le chercher. À moins que tu te dises, on va échanger Borgstrom ou Trocheck à un moment donné pour s'améliorer. Et là, on est rendu dans de la grosse spéculation aussi. Ouais. Fait que Cole Caulfield me semble le choix qui va bien cadrer avec les Panthers. D'un autre côté, ça ne lui nuirait pas un défenseur aussi, un Cam York, un Thomas Harley aussi, parce que en défensive, ça fait un peu plus dur en Floride à moyen terme. Il y a de quoi faire là. Puis en Floride, M. Kenville, qui est rendu l'entraîneur-chef là-bas, parce que son chum Dale Talon l'a embauché, encore une fois, moi je pense qu'on a ouvert la fenêtre du côté des Panthers. Ouais. Moi, je me souviens, en début de saison passée, on a eu des discussions, puis on voyait les Panthers meilleurs que de ce qu'on a vu la saison 18-19. Ben oui. Moi, je les voyais en série. Tu sais, je regardais ça, Barkov, Huberdeau. J'aime beaucoup cette équipe-là, comment elle est construite, malgré tout ce qui s'est passé avec Tom Rowe. Qui a scrappé un peu l'équipe, là, puis il est venu derrière le banc, puis il a essayé ses stats avancés, mais ça n'a pas fonctionné. Fait que moi, oui, Cole Caulfield, je le prendrais. Moi, ça serait mon choix sans hésiter. Caulfield, c'est un choix logique. D'un autre côté, regarde bien, dans le pipeline aussi, les Panthers ont Grigory Denisenko qui ont repêché l'année passée, qui est un attaquant russe très dynamique aussi. Donc, mon call pour les Panthers, c'est un défenseur, puis je pense qu'ils vont nous surprendre avec Thomas Harley. Je préfère Cam York avant, OK, personnellement, mais dans le style, dans le côté offensif corps arrière, présentement, pour moi, c'est le meilleur défenseur offensif qui est encore disponible. Donc, mon call pour les Panthers à ce moment-là, étant donné que Moritz Seider n'est plus là, parce que c'était mon call au début, j'y vais pour Thomas Harley. Je suis audacieux. T'es audacieux, puis j'aime ça quand tu fais tes sorties du champ gauche comme ça pour être à contre-courant. Non, mais je souligne ton audace, Chris. Non, mais je regarde qu'est-ce qu'ils ont besoin, ça va de ce côté-là à moyen terme. Avec Thomas Harley, oui, c'est pas un défenseur défensif de l'année, il ne sera jamais. Jumelle-le avec quelqu'un qui va l'aider, là, puis il va te transporter à pas qui va l'aider ton powerplay. Avec un Aaron Ekblad, là, ça pourrait faire beau à un moment donné, ça. Là. Fait que moi, mon call pour les Panthers, feeling Thomas Harley. Ou c'est pas feeling. Mais tu sais, mon choix, je veux dire, rendu là, t'as Krebs qui est là, t'as Caulfield, c'est là, mais mettons que j'y vais avec Chris ça. Harley, je te le donne parce qu'il y a eu une nette progression. Grosse progression. Il y a eu une grosse progression la saison dernière. On a vu des belles choses. Puis tu sais, on s'entend-tu qu'on le dit depuis tantôt, là? Ben oui. Rendu là, les choix commencent à se ressembler un peu, excepté Kurz et Caulfield. Ah non, exactement. Je veux dire, sont en avant des autres, là. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais si Krebs descend au 14e et Caulfield aussi, Caulfield, on n'est pas surpris parce qu'il y a toujours la crainte de son gabarit. T'sais? Sauf que Peyton Krebs, ça veut dire que les équipes se sont arrêtées à sa blessure plus qu'on pensait. Exact. Avant le choix des Panthers, n'oubliez pas d'aller voter parce que le choix du Canadien s'en vient.
pas voter, mais prédire, aller prédire. Oh! Les Panthers surprennent avec le choix du champ gauche, le gardien Spencer Knight, le meilleur gardien disponible dans ce repêchage-là. C'est vraiment un très bon choix, mais moi, je ne suis pas un fan des gardiens en première ronde. Moi, je ne sélectionnerai pas de gardien en première ronde. Mais lui c'est un choix clair en première ronde. Il y en a des fois que tu n'as pas le choix de prendre dans ces coins-là parce qu'il se démarque des autres par les habiletés. Puis, c'est un grand gardien. Il est grand, on n'en veut plus des 5 5 pieds 10, on en veut des 6 pieds 4 comme Carey Price qui sont athlétiques. On veut des géants devant le filet. C'est ça. Là, Spencer Knight, ce qu'il doit te prouver, par exemple, OK? Parce qu'on sait qu'il est bon, on sait qu'il est athlétique, il a des bons réflexes, il a une bonne lecture du jeu, mais il y en a beaucoup qui disent ouais, mais il a joué avec une équipe boostée toute l'année avec Jack Hughes puis toute sa bande en avant de lui. Fait que lui, là, l'année prochaine, là, ça en va lui aussi au niveau universitaire. Ceux qui disent ça, c'est qu'ils n'ont pas analysé le gardien en tant que tel. Exactement. Ils n'ont pas écouté le match parce qu'il faut que tu observes lui tout seul. Ça, là, c'est que tu prends ton écran puis c'est lui que tu observes. C'est pas les autres alentours. Tu regardes sa technique, tu regardes son niveau de compétition. Parce que chez un gardien, tu le vois également. Tu regardes comment il se tient, tu regardes son non-verbal. Tu as des choses à observer chez un gardien autant que chez un joueur. Il ne faut pas oublier ça. Là. Chez le gardien, le non-verbal est extrêmement important. Très important. Parce que c'est l'aspect psychologique est essentiel chez les gardiens de but. Mais Knight, là, c'est vrai, là, pareil. Il y a des matchs, là, il recevait peut-être 10, 15 tirs au but dans le game. C'est dur de garder le focus dans ce temps-là. C'est dur de voir comment il se débrouille quand l'équipe compte que sur lui aussi parce qu'il y avait une équipe qui était très forte devant lui. C'est ça. C'est vrai qu'il doit prouver ça, mais en même temps, il est gros, il est athlétique, il a les réflexes, il est le jeu. Puis devant le filet, encore une fois, on parle de besoin. Fait que Caulfield passe à côté à cause des besoins. Eh oui, exactement. À cause des besoins, on veut développer un gardien. Roberto Luongo s'en va vers la retraite. Là, c'est parce que là, tu te dis, les Panthers vont peut-être signer Sergei Bobrovsky. Ils vont peut-être se débarrasser de James Reimer. Fait que là, tu te dis, le duo l'année prochaine, potentiel, c'est Bobrovsky, puis peut-être Samuel Montembeault. Potentiel. Là, potentiel. Tu vas loin un peu, là, parce que Bobrovsky n'est pas encore signé. Il faut qu'il signe. C'est des rumeurs, des spéculations qui l'amènent en Floride avec son chum Panarin. Oui, c'est ça, mais il y a beaucoup de bruit autour de ça. C'est potentiellement intéressant. Si les Panthers réussissent ce coup-là, malgré tout, ils ont besoin de relève dans le filet. Tu n'as pas le choix d'y aller avec ça. Parce qu'à un moment donné, ton meilleur gardien dans la relève, c'est Samuel Montembeault. Il est bon, Samuel Montembeault. Mais c'est pas sûr qu'il va être un gardien numéro 1 dans la Ligue nationale. Il est là la nuance. Là. Je doute. J'ai des doutes. Moi, je pense que c'est peut-être pour ça qu'on a décidé de sélectionner le géant. Ben oui, parce que tu le sais que les Panthers, ils ne repêcheront pas avant un bon bout de temps de toute façon. Là, on va arriver bientôt aux Flyers qui ont descendu. J'ai hâte de voir qui on ciblait chez les Flyers, mais j'ai surtout hâte de voir le Canadien de Montréal. On a vu Marc Bergevin et Trevor Timmons discuter tantôt. Bergevin, évidemment, avait son cellulaire tout près, mais il y a beaucoup de discussions. Hein. Les directeurs généraux sont tous là. Ça discute, mais ça ne veut pas dire que ça conclut non plus. C'est important de préciser ça. Là. Oui, je veux dire, sur toutes les heures qui passent au téléphone, là, il y en aurait des transactions. S'il fallait qu'ils transigent à tout bout de champ. Fait que les Flyers, là, ma prédiction en ce moment, c'est sûr qu'un joueur comme Cole Caulfield serait incroyable dans leur équipe, mais je mise sur Peyton Krebs avec les Flyers. Okay. Parce que j'aime ton corps, moi c'est un ou l'autre. Je me dis toujours à chaque choix, OK, c'est Krebs. Caulfield, non, c'est ça. Depuis tantôt, là, on se dit, OK. On se répète, on a l'air des perroquets. Là. Sauf que Krebs, c'est le genre de joueur qui, avec sa hangue, son côté complet, tout ça, il cadre bien avec les Flyers. Si ça arrive, on pourra peut-être s'attendre à voir Nolan Patrick être échangé, peut-être être déplacé à l'aile. Je trouverais ça risqué parce que c'est quand même un joueur de centre qui est bon, Nolan Patrick. Il est très bon. Il est très bon. Sauf que là, à Philadelphie, tu as Kevin Hayes qui peut jouer à l'aile aussi. Tu as Claude Giroux, tu as Sean Couturier. Ça commence à faire beaucoup de sens. Claude Giroux peut jouer à l'aile aussi également. On l'a vu, il a joué avec Couturier en 2017-18. Ils ont super bien fait. Les deux ont connu leur saison connu une saison de leur carrière. Là. Mais c'est sûr que tu te dis, un Cole Caulfield qui arrive là, wow, c'est prometteur de ce côté-là aussi. Sauf que je pense que Peyton Krebs demeure un joueur super intéressant pour les Flyers au moment où ils sont dans le repêchage. Là, le Canadien se casse la tête. Parce que tu te dis, tu as Cam York qui est là, tu as Thomas Harley qui est là, mais tu as encore
Cole Caulfield, Peyton Krebs et Alex Newhook. Exact. Puis tu as la chance d'avoir un attaquant dynamique. Moi j'irais vers là. Ben, moi, meilleur joueur disponible. Tu connais ma vision? Cam York, jusqu'à désolé. présent, c'est plus des besoins qu'on colmate à la date. C'est ça qu'on voit. Puis ça se peut que le Canadien fasse ça. OK? Sauf que là, tu as potentiellement 2 des 3 attaquants dynamiques qui sont encore là, qui sont probablement meilleurs que le choix de Cam York. Tu sais, probablement. Ouais, c'est ça, exactement. York, il est bon. Il n'est pas flashy. Moi, c'est oubliez York, prenez le meilleur des qui reste en. Puis pour moi, le meilleur, c'est des attaquants comme ça. Exact, c'est ça. Parce que les gars comme Newhook, on va écouter le choix. Cam York s'en va avec les Flyers de Philadelphie. OK. Marc Bergevin, je t'envoie un message. Trevor Timmons également. S'il vous plaît, Caulfield est disponible. Prenez-le de grâce. Okay. De grâce, prenez-le. OK. Le Canadien peut choisir Cole Caulfield, Alex Newhook ou Peyton Krebs. OK? Là, mon meilleur sur ma liste demeure Cole Caulfield. OK? T'as pas le choix, Chris. T'as pas le choix. Mais je te le dis, encore là, on parle de l'attitude du Canadien, tout ce qui a encouragé, tout ça. Là, il regarde ça, il fait... Caulfield est dessiné pour le Canadien Montréal, Chris. Peyton Krebs aussi. Oui, c'est des gars qui compétitionnent à un niveau très élevé. C'est ça qu'on veut à Montréal, de la vitesse puis des gars qui compétitionnent. On le voit. Brendan Gallagher, Phil Dano, Andrew Shaw, Paul Byron, Max Domi, c'est ça qu'on veut chez Canadien Montréal, puis c'est ça qu'on aime chez Canadien Montréal. Là, je ne veux pas entendre personne me dire ils sont petits. On s'en fout. Parce que, regarde, là, la défensive des Bruins qui se sont rendus au 7e match, 3 défenseurs, petit format. 3. Et Torrey Krug, il était très dominant, là, très dominant. Ouais, lui, il ne sait pas qu'il pèse 180 livres, je pense, par exemple. Lui, il pèse 2,80 dans sa tête. Pour moi, il s'est fait hypnotiser par Mesmer, quelque chose de même, parce que lui, dans sa tête, il pèse 230 livres, il regarde Chara, puis il le regarde de haut, là, tu sais, fait que ceux qui n'ont rien prédit encore, section commentaires, allez-y. C'est là. Faut que vous prédisez votre choix du Canadien Montréal. Il s'en vient. Après Cam York, des Flyers de Philadelphie, ce sera le Canadien qui va se présenter sur la tribune. Hey, le papa, il a l'air fier, pas à peu près, de voir son gars sur l'estrade. Ça, je trouve ça super le fun de voir ça. Ben, c'est une belle organisation, les Flyers de Philadelphie. Tu vois Fiston repêché par une grande organisation qui a gagné à l'époque, qui a une culture il y a une culture. Il y avait une culture là, de gars tough. Ouais. Là, Jeff, ce qui est le fun, c'est que, à moins vraiment de revirement de situation, on ne peut pas être déçu du choix du Canadien. Tu sais, t'as Cole Caulfield qui est là, t'as Alex Newhook, t'as le Peyton Krebs qui est mon joueur préféré du repêchage. Oh. C'est mon plus haut. Fait que, là, il y a... Claude Julien discute avec Marc Bergevin. Il y a une transaction qui se dessine peut-être. Peut-être que Marc... Là, Jeff, en passant, si Marc Bergevin transige pour baisser, on continue le live. On n'a pas le choix. On arrête au choix du Canadien de Montréal. Exactement. Puis là, on voit que le Canadien, très tranquille à la table, on est assis. On regarde des papiers. J'ai hâte de voir le choix du Canadien. Puis j'espère que rendu Bergevin, il pense trop, là, il rit à TV, là, mais il a l'air de réfléchir. Mais Marc, il y a 2 choix. Tu trades ton choix pour aller chercher... tu trades ton choix avec un espoir pour aller chercher un gros pion là, qui peut t'aider l'an prochain, qui n'est pas trop vieux, ou tu t'en vas drafter puis tu prends Caulfield. Moi, Chris, c'est ça. OK. Là, Jeff, on va se poser la question. Le choix de Cam York, est-ce que c'est un choix des Flyers pour éventuellement sortir le ghost de l'alignement? Assurément. Moi, on est en train d'indiquer, là, on amène... Là, on voit Joe Sakic qui est au téléphone à TV. Tu sais, ça bouge, parce que l'Avalanche a un autre choix. Parce qu'on n'est toujours pas... sur le 16e, l'Avalanche. C'est ça, on n'est toujours pas sur la tribune du côté du Canadien de Montréal. Il y a quelque chose qui se trame, j'ai hâte de voir. Mais ils ont le 16e, l'Avalanche, le Canadien a le 15. Mais là, tu discutes peut-être bien pour dire, hey, qui tu prends, toi, Joe, m'assurer que... Écoute, puis tu as Trevor Timmons qui vient de se rasseoir. Comment ça qu'il n'était pas déjà assis aux côtés de Marc Bergevin quand ton choix il est là? Puis tu as les Golden Knights, parce que les Golden Knights, on veut dropper de la masse, puis peut-être Bergevin de la place, peut-être qu'on va aller chercher quelque chose là-bas, je ne le sais pas. Là. Exactement. Je ne parle pas de rapatrier Max Pacioretty. Je serais bien surpris, moi. Bien surpris. Fait que, il y a de quoi qui se trame, c'est drôle, il ne se lève pas encore.
Fait que, Oh, c'est à qui que est au téléphone? Il y a quelque chose qui se il y a trame des autour choses de qui l'Avalanche, le Canadien de Montréal, on jase, on voit les sénateurs d'Ottawa, Pierre Dorion qui jase lui aussi, se cache la Ouais. bouche, il veut pas qu'on lit sur ses lèvres. Mais Pierre, Mais- le choix qu'il fallait que tu gardes, c'était le 4e au total. Là, ils ont l'air de tout rire à la table du Canadien. Je trouve ça vraiment amusant. OK, ils vont. se lèvent. Bon, OK. Fait que, Jeff, on ne peut pas être déçu du choix du Canadien présentement. Ben, Chris, on pourrait peut-être être déçu. À moins qu'il aille chercher Arthur Kaliev, qui Moi, est un si- joueur en Si lequel c'est je ça, n'ai je raccroche au nez. OK, c'est beau. Fait qu'il faut pas que ce soit ça, Chris. Là. Ben, je serais surpris parce que c'est un joueur qui ne cadre pas avec ce que le Canadien respire C'est ça. maintenant. C'est ça. Fait que là, le Canadien se lève. Marc Bergevin a un très beau veston d'ailleurs. J'aimerais ça d'en avoir un pareil. Je dis ça de même. Là. Fait que là, Gary Bettman les accueille. J'ai hâte de voir leur choix, mais rendu là, je serais déçu si c'était un défenseur parce que les attaquants qui sont disponibles sont trop bons pour passer par-dessus. Et pour moi, le Canadien, s'il va chercher Peyton Krebs ou Cole Caulfield, il réalise un vol de grand chemin au repêchage. Je peux te fermer les yeux, Chris. Je vais t'aviser lorsque le choix sera fait. Non, je pense que je vais regarder. Là, Moi, je suis content. Sais-tu quoi? Le C'est comme un capitaine film est là. d'or. Le Ben oui. capitaine est sur le stage. Ben, J'aime ça. Jeff, Max Truman l'avait tweeté, ça d'ailleurs. Hein, il a dit c'est chez Exactement. Weber. On m'a dit que c'est chez Weber qui va remettre le chandail. C'est normal. C'est un natif de la Colombie-Britannique aussi. On ne voit pas Carey Price qui est natif de là aussi, mais le capitaine est là pour accueillir la nouvelle vedette. Là, on est silencieux parce qu'on veut écouter. On est nerveux. J'aime ça. Marc parle en français. J'allais exactement le dire. Qui parle en français, c'est une belle marque de respect envers ses fans qui payent quand même des gros sous aussi. Là, pour aller voir les matchs, il faut le dire. Là. Oh, c'est chez Weber qui va chez annoncer. Weber. Hey, ça, là. C'est des petits moments qu'on peut dire c'est banal, mais j'aime ça. Tu vois pas ça souvent, un joueur, le capitaine de l'équipe qui s'avance au micro? Ben, c'est le papa de la gang. Hein. C'est lui qui réunit les chums pour venir écouter le football chez lui le dimanche. Il prend soin de ses coéquipiers. Là. C'est pas le plus grand volubile, mais c'est un homme qui prend soin de ses coéquipiers. Cole Caulfield! Cole Caulfield. À Montréal! Génial. Je t'avoue, sur ma liste, Krebs était en avant. Mais je ne suis moi, pas déçu de Cole Caulfield. Il va remplir le net. Moi, je t'avoue que je suis content. Puis sais-tu quoi? Là, écoute bien ce que je te dis là. C'est le temps de trancher Nick Suzuki pour aller chercher un pion qui peut jouer cette année parce que tu as drafté Cole Caulfield. Un Nick Suzuki pour le Ghost, mettons? Une affaire comme ça, Chris, là? Sais-tu quoi? J'ai parlé trop vite. Les Flyers sont en mode de gagner maintenant. Ils n'iront pas chercher Nick Suzuki nécessairement. Mais non, mais il faut qu'ils bougent pour aller chercher un morceau intéressant. Ils ont les armes pour le faire. Le choix de Caulfield, c'est le meilleur buteur du repêchage. C'est le meilleur buteur du repêchage. Puis on peut comprendre le fameux mot attitude. On riait de ça, le mot attitude là, de Bergevin en avril 2018. Mais on rit plus, là, on le comprend. Lui, là, c'est un hargneux, c'est un compétiteur né, c'est un naturel. C'est un gars comme Gallagher que c'est naturel pour lui de compétitionner de cette façon-là. Moi, je suis très, très enthousiasmé par ce choix-là. C'est tout qu'un choix. Tu sais, mais regarde, mon choix préféré demeure Krebs, mais Cole Caulfield, je suis emballé. Moi, je suis très emballé. C'est le meilleur buteur du repêchage. Tu sais, et de loin, c'est un Ovechkin. Il a égalisé des marques de Alex Ovechkin. Écoute, au championnat des moins de 18 ans. 69 goals en 61 matchs. Hein? 26 passes seulement. Ce gars-là veut marquer. Ça, c'est le genre de gars comme Ovechkin. Il a été nommé meilleur attaquant du mondial des moins de 18 ans parce qu'il a à côté la production d'Ovechkin. Ces gars-là, ils arrivent à 6 h le matin sur la glace, puis ils shootent le puck, puis ils shootent le puck, puis ils shootent le puck. Hey. Quel choix incroyable, vois-tu? Puis je commençais à t'en parler. S'il glitch qu'au Canadien, le Canadien, non, écoute, aucun autre choix, c'est Cole Caulfield. Ben, écoute, là, ce qui est fou, OK, c'est que, wow, OK, on a un super buteur. Il ne faut pas s'attendre à le voir à Montréal avant un bon 2 ans. C'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. À moins qu'il progresse de façon phénoménale dans la NCAA l'année prochaine, Cole Caulfield n'est pas dans l'uniforme du Canadien de Montréal avant 2021. OK? Fait que ça, là, il faut être très rationnel avec ça. Ils vont prendre leur temps avec lui. On veut le développer, puis c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc, chers partisans, ne soyez pas déçus parce qu'il y a un petit gabarit.
J'espère que vous avez fait votre prédiction. Moi, je veux vraiment te remercier, Chris, pour ce moment-là qu'on a passé ensemble. Gros fun. Du gros fun. C'est toujours du plaisir de faire ça avec toi. Je veux remercier Martin Godette, qui est notre producteur, qui est le metteur en ondes. Tu sais, tout ce que vous voyez là, nous, on fait rien. C'est Martin qui fait ça. Il nous a parle passé dans l'oreille. un temps de fou à faire ça parce qu'on y a quand même dit à un délai pas si grand que Je ça. pense qu'on y a dit hier. Ben oui, on y a dit hier parce qu'hier, on est allé prendre un café ensemble. J'ai dit, Chris, on fait ça live demain. Oui. Hey, mais hein, go. Martin, on devrait faire ça. Go, j'embarque. Ça a été très cool. C'était vraiment Merci génial. beaucoup. On va refaire ce même type de choses le 1er juillet. Avec puis les joueurs autonomes en soirée. Exact. Puis à la suite de ça, ce sera le team Matt contre le team Drouin. Écoute, là, on va se mettre des embûches là-dedans. Ça va être le fun. Il va falloir respecter le plafond salarial. Il va falloir avoir 4 centres, 4 ailiers droits, 4 ailiers gauche. On va se faire ça sharp. On va embarquer les gens avec nous, nos abonnés, nos auditeurs. On pourrait même se prendre un invité spécial pour joindre à nous avec ce défi-là, tu sais. Parce que là, on ne pourra pas prendre les mêmes joueurs, hein? Non, on ne peut pas. C'est une équipe qui s'affronte. On ne peut pas prendre les mêmes joueurs. Ça va être très excitant. Merci tout le monde. Jeff Drouin à l'animation, Christian Matt. Merci tout le monde. Puis on vous rappelle, on est avec vous live ce soir. Merci encore à Martin Godette, nos abonnés. Mais surtout, continuez d'aller appuyer dans lescoulisses.com. Allez lire les textes parce que pendant que moi et Jeff, on jasait avec vous autres, on a des gars, on les a aidés avant pour qu'ils puissent travailler, mais ils sont là pareil, puis ils ont fait des excellents textes, j'en suis convaincu. Donc, allez voir dans lescoulisses.com. On s'en va les rejoindre d'ailleurs pour pouvoir les aider un peu. Merci beaucoup tout le monde. Merci.